Eh bien, bienvenue à toutes et à tous sur l'épisode 50 du Brab Show en partenariat avec MGT Design et MGT Design Racewear. Vous pouvez les contacter sur Instagram, @mgtdesign-mx et @mgtdesign-racewear si jamais vous avez une envie de kit déco ou de tenue de 100% perso. N'hésitez pas à les contacter, ils sauront vous satisfaire. 50e épisode du Brab Show. On remercie évidemment toutes les personnes qui ont traversé la route du Brab Show. Lâchez un petit like, une vue, un commentaire. Parce qu'on a commencé parce qu'on aimait bien parler des courses. Et si on continue aujourd'hui, c'est quand même grâce aux gens qui nous suivent. Parce qu'on n'en aurait pas fait 50, juste à chaque fois mettre les caméras et tout ça, pour juste nous deux qui regardons. Donc vraiment, merci beaucoup à tous. Et 50e épisode, il va y avoir quand même des choses à raconter là. Parce que ce week-end, il s'est passé des choses. Et quel que soit le côté de la Terre, au niveau des courses de motocross, là, il s'est passé des choses. Il y avait des championnats à décerner. Et Mr. Brap, qui est avec nous, fier de ses 17 000 abonnés TikTok, va nous expliquer, va nous raconter un peu son ressenti aussi. On va en parler ensemble. Clément, Joe Shimoda est enfin champion. Ouais, enfin, je pense que c'est le bon mot parce que c'est vrai qu'on l'attendait depuis un moment quand même à prendre les rênes de cette catégorie 250. Et c'est enfin arrivé. Et puis, ouais, il fallait quand même être costaud sur cette dernière. Et je pense qu'il l'a dit aussi sur son post Instagram que c'était l'une des plus dures qu'il ait faites. Donc, c'est cool pour lui. Ouais, c'est sûr. D'habitude, tu t'attends pas à ce qu'on te lâche vraiment des bombes pendant 20 minutes en roulant, quoi. Donc c'est clair. N'empêche que c'est quand même la boucle est bouclée pour Joe qui a commencé la saison en gagnant Anaheim 1. Il se casse les doigts à San Diego aux deuxième épreuve et il termine en gagnant le championnat SMX. C'est quand même une belle façon de conclure une année un petit peu compliquée, quoi, avec, comme pour beaucoup de personnes, des hauts et des bas. Allez, on va parler tout de suite quand même de la deuxième manche de Hayden Deegan, parce que là, c'est le genre de truc, toi et moi, des fois, on s'est fait des championnats sur les jeux vidéo, donc c'est le genre de truc que clairement, on fait parce qu'on est sur la play et il y a aucun risque. Là, lui, c'était en vrai. Il a tout fait, hein, tentative de bloc, enfin, serré déjà au départ. Deuxième virage, encore un petit coup d'épaule. Jusque-là, je trouvais que tout restait correct. Après, il y a eu carrément des je te double et puis je m'arrête presque en ligne droite pour te ralentir. Je fais des slaloms. Je tente de te sortir dans l'épingle à l'extérieur du stade, mais alors il est arrivé à une vitesse en coupant dans l'intérieur. Là, heureusement qu'il a pivoté tout à la fin, mais c'était tendu. Et au final, je me sors avec toi en me pétant la clavicule sur une toute petite chute. Mais c'en est devenu presque ridicule à un moment donné. Après, j'ai vu dans la story de DV, il a dit qu'il aurait carrément mis un drapeau noir à Digan si c'était pas fait mal et que ça continuait, que c'était n'importe quoi et tout. Je suis d'accord que c'était un peu n'importe quoi. Après, je trouve qu'au final, il a jamais vraiment mis en danger Shimoda. Alors, on pourra utiliser l'argument de ouais, il s'est cassé la clavicule, donc clairement c'est que c'était dangereux. Mais enfin, il tombe presque à l'arrêt, quoi. Et enfin, c'est la même chose. Tu trébuches dans la rue, si tu mets pas ta main, tu peux te péter la clavicule, tu vois. Et on va pas dire que marcher dans la rue c'est si dangereux que ça non plus. Donc c'était très antisportif, je trouve, personnellement. Je pense que ça mérite des sanctions, mais je ne suis pas sûr que j'aurais été pour le sanctionner euh, en temps réel et prendre une décision peut-être un petit peu précipitée, tu vois, et je pense que c'était bien. Alors, est-ce que 5 points, c'est assez probablement pas, mais je pense que c'était bien pour les arbitres, entre guillemets, en discuter après la course et prendre une décision après la course. Qu'est-ce que tu en penses? Bah, il a été pénalisé quand même de 5 points de championnat, du coup, par rapport à son pilotage. Moi, je suis quand même, ouais, effectivement, ça fait beaucoup parler. Et puis, forcément, de toute façon, il y a un peu les deux clans. Et il s'est fait un peu lyncher quand même, Deegan, sur ce qu'il a fait. Moi, je trouve pas spécialement que ce soit anti-sportif. Je trouve que justement, ça fait partie du jeu, ça fait partie du sport. Et que depuis très longtemps, et en tout cas depuis que je regarde le Supercross, ça existe. Je me souviens de Chad Reed sur James Stewart, justement à Las Vegas. Alors, c'était pas 6 fois, parce qu'il y a une vidéo qui a dénombré le nombre de fois que Deegan a fait un move là sur Shimoda, et c'était au nombre de 6.
Mais tu avais l'intention de Reed d'aller emmener Stewart dans les bottes de paille et s'il pouvait se prendre une botte de paille et se foutre par terre, bah, c'était clairement le but. Je me souviens de Tomac sur Dungey qui clairement justement l'attend au point de perdre des places et de perdre aussi cette finale qu'il aurait potentiellement pu gagner à Las Vegas. Osborne sur Savachi. Enfin bon, voilà, il y en a plein des exemples comme ça où les mecs, bah, pour un championnat, à la dernière, ils donnent tout. Et justement, je trouve qu'un Osborne sur Savachi, par exemple, c'est trash, ça fait mal. Là, ça va vraiment percuter fort, tu vois, et ça va foutre par terre l'autre. Donc pour le coup, il s'est pas foutu par terre avec Osborne. Donc c'est passé, et puis il avait reçu aussi une amende par rapport à ça. Mais moi, je trouve pas au final que ce qu'il a fait, c'était très dangereux, à part effectivement celui où il est allé sur l'épingle à gauche, et qui, heureusement, encore une fois, il met le coup de frein dont DV parle tout le temps, là, qui met le petit coup de frein pour aller taper la roue avant du pilote. Heureusement, au final, qu'il met son coup de frein, parce que du coup, l'impact a été un peu moins violent, mais quand même, il a quand même été violent, et c'est vrai que là-dessus, ben, tu peux aller péter des doigts ou aller faire mal à l'autre. Ils se sont touchés là-dessus au final? Ouais. Ouais, ouais, si, si, quand même. Il se touche. Du coup, l'impact est beaucoup moins violent que ce qu'il aurait pu être parce que il arrive comme une balle et en mettant le coup de frein, ça fait remonter un peu Joe et ils se touchent quand même un petit peu tous les deux. Mais au final, tu vois, quand c'est dans ce même virage, quelques tours plus tôt, qu'il l'attend d'abord dans l'extérieur, je crois, et puis au final, il se croise la trajectoire et tu le vois revenir faire un peu des S comme ça. Mais tu vois, c'est à basse allure. Hmm. Donc c'est pas non plus un Prado, pleine ligne droite, pleine balle, qui va te serrer la porte ou en l'air sur des sauts qui ça clairement voilà ça moi enfin ouais je suis pas d'accord, c'est carrément dangereux pour les deux. Cross jump non interdit, tu vois, et sur la piste pareil, ouais, ce qu'il a fait dans le sable, en fait dès qu'il y a de la vitesse, bah forcément les risques augmentent et ça devient dangereux. Moi je trouve que quand ça s'attend dans le virage, tu vois, ça se regarde comme Digan avait fait avec Smith aussi quand les deux étaient sur Star Racing, tu vois. Une bataille comme ça, moi ça me régale et je pense pas que ce soit dangereux. Ça va pas très vite, tu vois, justement, ça joue au chat et la souris, ça s'attend, ça freine, les deux en sont conscients. Enfin voilà, tu vas pas tout droit comme un Barcia sur Lorenz, alors qu'il avait pas fait exprès, hein, mais clairement tout droit sur lui pour aller le découper. Donc moi je trouve pas ça antisportif ni trop dangereux. Effectivement, la façon dont il se casse la clavicule, c'est juste qu'il a été très bête de ne pas lâcher la main du guidon. Il a gardé la main et du coup, l'impact, il est venu directement comme ça, avec le coude. Tu vois, il était encore en position comme ça, le coude, et donc forcément, c'est directement revenu taper l'épaule dedans, et c'est la clavicule qui a lâché. Donc, effectivement, l'impact n'était pas très gros, et c'est con un peu, surtout quand tu connais les boîtes qui se mêlent, Digan. Tu te dis, se casser la clavicule sur cette manœuvre-là, c'est quand même très bête. Mais voilà, moi je trouve que ça fait partie du sport et que non, faut pas l'enlever. Après, rajouter un drapeau, comme parlait DV, attention, ça devient limite, prévenir, pourquoi pas. Mais tant que ça reste comme il l'a fait là, alors il y en a quand même certains, je l'aurais peut-être sorti ce drapeau, genre attention, c'est un avertissement, le prochain, tu vois, peut-être que tu vas sortir ou ouais, pénaliser 5 points, des places au championnat, etc. Il y a peut-être quelques dépassements là enfin quelques manœuvres sur lesquelles j'aurais pu lui sortir, mais excepté ça, quand ça s'attend, ça joue, hop, je te bloque dans le virage et j'essaye de laisser passer des gens, bah ça fait partie du jeu, quoi, ça fait partie du sport. Ouais, mais moi je trouve qu'il y a quand même un petit peu un côté antisportif avec ces manœuvres, c'est que quand vraiment tu ralentis carrément dans la ligne droite, tu vois, tu ralentis pour bloquer. Alors, enfin, c'était une sortie de virage, tu vois, mais en sortie de virage, là, il ralentit encore pour faire perdre du temps à Shimoda et tout. Et tu vois, là où c'est différent avec Osborne, c'est que même si Osborne, il y avait un contact qui était quand même avec un fort impact, et ensuite aussi le fait que Savachi, ben, il se retrouve à accélérer au moment où il prend le coup, et du coup, sa moto, elle part en backflip, ça rajoute aussi un petit peu, où tu as vraiment l'impression que c'est un attentat. Mais Osborne, il essayait juste de doubler Savachi, il avait juste besoin de finir devant lui, il n'avait pas besoin de le mettre par terre et de mettre des pilotes entre eux, tu vois, pour gagner. Et c'était juste, il reste deux virages et je dois te doubler. Et du coup, bah, il y a une ouverture parce qu'en plus, Savachi avait laissé la porte ouverte et Osborne y est allé, tu vois. Et il n'y avait pas, d'intention plus vicieuse que ça. Ou Digan, c'était vraiment je veux te faire perdre du temps pour intercaler des gens entre nous. Il y avait même pas. Il y avait Amaker qui était pas très loin, mais les autres en plus ils étaient loin, donc il fallait faire perdre 10-15 secondes à Shimoda. Donc enfin, il allait jouer à ça. Déjà, je trouve qu'il a joué à ça quand même très longtemps, tu vois. Genre, c'est là où je dis en fait que les deux manœuvres du premier tour, où bah, déjà il le serre dans le premier virage,
Et ensuite, comme Shimoda a fait sur Digan à Butts Creek, hein, en fait. Et ça, pour le coup, enfin, je trouve que ça fait partie du jeu. Et ensuite, il le revoit et il lui remet un petit coup d'épaule pour essayer de l'envoyer par-dessus l'extérieur du virage à droite. Jusque-là, moi, je me disais, ben oui, c'est le jeu. C'est difficile pour Shimoda d'anticiper ça, surtout qu'il y a du monde autour. Mais en même temps, t'es Digan, t'as la possibilité de le faire, tu dois le faire. Mais après ça, barre-toi devant et tente de gagner la course. Et si tu perds le titre, tu perds le titre, tu vois. Mais pas attendre, enfin ralentir parce il est revenu, donc je remets un coup et tout. Et enfin, tu vois, 6 fois. Et en plus, Fadigan, il se fait mal avant la fin. Il restait au moins 5 minutes de course, il me semble. Donc, euh, donc 6 fois en 15 minutes, ça fait quand même beaucoup, beaucoup je trouve, de manœuvres. Ça fait un petit peu de l'acharnement. Après, là où moi, je suis un petit peu moins critique de Digan, c'est que je me dis qu'il y a une grosse frustration du fait qu'un mec qui n'a rien à voir avec ça, là, en fait, lui a retiré ses chances de titre. Et du coup, bah, Digan, il est en mode désespéré et un peu acharné. Mais je pense qu'il y a un côté où, bah ouais, mais les gars, si Kitchen, qui n'a rien à voir dans cette histoire aussi, n'avait pas fait n'importe quoi, eh ben, moi, je serais en tête et j'aurais juste à gagner mes 2 manches ou même finir deuxième de mes 2 manches et je gagne le titre. Donc, vous m'avez forcé un petit peu, tu vois. Et vous, bah, c'est pas Shimoda, c'est pas nous les spectateurs, tu vois. Mais une main extérieure, en fait, l'a forcé. Et du coup, maintenant, il fait un petit peu ça sans scrupule. Mais je vais te dire un truc, c'est que si j'étais le papa de Shimoda en train de regarder la course, Digan, il m'aurait bien énervé et fait peur quand même. Ouais, et je repense, tu vois, à celui après le jump on jump off de contact, où ça faisait, bon, pas une chicane, mais presque là, jump on jump off. Après, ça faisait un petit virage en dévers, hop, ça remontait, et avant d'aller sur le sable. Dans cette portion-là, à un moment donné, il y allait Oui. justement au contact en faisant le jump on jump off. Enfin, il faisait une combinaison différente, et il a réussi à aller sur l'inter. Et là, tu vois aussi encore une fois clairement l'intention d'aller pour le coup lui mettre un coup, enfin lui rentrer dedans. Je trouve que celui-là, tu vois, il était limite, plus limite que les autres parce que tu voyais clairement que dans sa trajectoire et tout, alors les autres aussi, tu vois sa trajectoire qui n'est pas naturelle et qui est allée pour faire chier Shimoda. Sauf que là, en fait, il n'y avait pas de place, c'était clairement, et bah boum, vas-y, on y va tous les deux en même temps, j'y vais aussi, et je sais que c'est pour te. Que tu vois que quand c'est. Je viens dans l'intérieur et limite je m'arrête dans le virage, je prends vraiment tout mon temps pour te bloquer, et puis peut-être bah, te faire perdre l'équilibre, je prends ta roue avant et tu tombes, tu vois, sans trop de vitesse, etc. Bah ça, moi, tu vois, ouais, je suis pour et j'ai aucun problème avec ça. Quand par contre, voilà, comme je disais tout à l'heure, il y a de la vitesse en ligne droite, mettre un coup de frein arrière en ligne droite dans le sable, tu vois, ça commence à prendre de la vitesse. Pareil, en sortant de la courbe un peu à gauche, là aussi, il le regarde, il met coup de frein et tout pour essayer de lui prendre sa roue avant. Quand il commence à y avoir de la vitesse, forcément, ça augmente le risque et le danger. Donc voilà, c'est pas le but non plus que ce soit dangereux et qu'il blesse Shimoda ou qu'il se blesse lui-même en plus. Donc ça, je suis pas tellement d'accord. Mais après, moi, quand ça joue au chat et à la souris, justement, et que ça se regarde, comme ça l'a fait dans un virage, ça fait un S comme ça. Bon, doucement le S aussi, parce qu'à un moment donné, tu vas te retrouver à l'envers de la piste, carrément, ça va être n'importe quoi. Mais quand voilà, ça se regarde, et puis Shimoda, bah pareil, il voit, il recoupe, tu vois. Je trouve que c'est beau en plus quand ça arrive à recouper juste en dessous, comme ça. Moi j'adore quand ça s'attend comme ça sur la piste. Donc, tu vois, limite, pour moi, il n'y a même pas spécialement besoin d'aller vraiment au contact. Sauf que là, il avait besoin d'intercaler des pilotes. Et mine de rien, quand il tombe, bah, regarde à la fin, Shimoda et Vial, ils étaient roue dans roue. Donc finalement, tu vois, s'il avait pu mettre un septième move, peut-être qu'il aurait réussi à intercaler les personnes dont il avait besoin pour pouvoir ensuite gagner. Donc ouais, moi personnellement, je trouve que ça fait partie du jeu et juste voilà, il y a la limite à ne pas franchir qui est d'aller blesser l'autre et que ce soit clairement dangereux. Et du coup, est-ce que tu penses que 5 points, c'est une pénalité adaptée? Est-ce que tu penses que ça aurait dû être plus, moins toi, tu aurais peut-être mis pas de pénalité, du coup, vu que tu as plutôt kiffé. Non, mais 5 points, ça a changé quelque chose au championnat? Les 5 points? Ça l'a fait passer de quatrième au cinquième, à la cinquième place du général SMX, Ok, je ouais, crois. quand même pas. Ouais, bon, après 4 ou 5, oui, un billet en moins, mais bon, c'est Digan, le billet en moins. Bon, je pense que si on lui dit ça, il va pas la contester et dire ouais, non, c'est n'importe quoi. Ouais, bon, vas-y, mais moi cinquième, ça va pas lui changer grand-chose à ce garçon. Donc, j'ai l'impression que souvent, les décisions, elles sont prises comme ça un peu. C'est en fonction de quel impact ça peut avoir, tu vois. Est-ce que ça va influencer le championnat? Est-ce que ça va influencer un podium au championnat? Bah,
Apparemment, maintenant, c'est vraiment c'est écrit. La première infraction, c'est juste un avertissement écrit. Et la deuxième infraction, quelle que soit la gravité, ce sera 5 points. A priori, cette année, dans le livre des règles, c'était comme ça. Donc, Oui, et au final, bah, avec ce qui s'est passé là, on se rend peut-être compte que ça marche pas. Et c'est ce que beaucoup de gens voulaient, des règles avec des pénalités vraiment écrites, tout vraiment très défini pour que bah, les pénalités soient constantes. Parce que c'est vrai que sinon, tu comprends pas trop, tu as une espèce d'impression de traitement de faveur ou quoi. Mais au final, c'est peut-être pas adapté non plus parce que toute infraction ne vaut pas forcément 5 points. Il y en a qui valent plus, il y en a qui valent moins. Tu vois, il avait eu un avertissement quand il a sorti Davis à Denver. Mais pour moi, ça valait même pas une quelconque pénalité en fait d'avoir sorti Davis à Denver. Et du coup, tu vois, s'il avait déjà eu un avertissement écrit avant l'incident avec Davis, ça voudrait dire que là, il aurait perdu 5 points sur son dépassement sur Davis. Et clairement, ça aurait pas été normal. non, non, c'est sûr, oui. Bah, de toute façon, enfin, c'est comme tout, faut adapter les règles un peu au contexte et à la situation. Et donc, à chaque fois que tu vas faire tomber quelqu'un, ça ne veut pas dire que forcément la manœuvre est la même. Il y a aussi l'action et la réaction du pilote à côté. Et effectivement, sur Davis, il aurait dû, il aurait pu couper, jeter le coup d'œil, couper avant pour essayer de recouper et ne pas se retrouver tous les deux au même endroit au même moment. Alors que Digan avait la position pour le coup. euh, il est pas arrivé en retard. Enfin, ouais, non, franchement, sur Davis, j'ai justement, je l'ai découvert là. En fait, j'avais pas vu moi qu'il avait pris un avertissement. Et j'ai vu avec la conférence de presse, parce qu'on lui a posé la question en conférence de presse en lui disant, ouais, est-ce que du fait que tu aies un avertissement à Denver, est-ce que du coup ça va changer un peu ta stratégie ici Et il avait répondu, ah non, mais moi je vais rouler tout le monde, je vais rouler clean ouais, avec tout le monde, il n'y a pas de souci. Un peu de manière en rigolant quand on avait bien compris le personnage là à ce moment-là, c'était un peu ironique quoi la façon dont il le disait. Hmm. Oui, clairement. Bon, et puis sinon, bah, du coup, les nations, c'est finito là pour Diane, probablement. Enfin, Oui, oui. Erlings, il l'a déjà fait, de rouler 17 jours après s'être pété la clavicule, mais il jouait un titre de champion du monde en même temps. Il roulait pas, enfin, c'était pas pour les nations, qui est une course d'exhibition quand même. Donc, on met qui à la place? Et ben ouais, j'y réfléchissais et je cherchais qui était le deuxième américain derrière. Eh ben, je les ai notés au niveau du classement Super Motocross. Donc, bah, Amaker, deuxième, mais en outdoor, c'était pas terrible. Et en plus, j'ai entendu qu'il doit se faire opérer de l'épaule. Donc ce sera pas possible. Trasher fait 4 du SMX, mais pareil, en motocross, c'était vraiment pas terrible. Masterpool fait 5 du SMX. D'ailleurs, c'est assez surprenant quand même de Masterpool de revenir 5, je trouve, sur le cumul des playoffs. Lui, on connaît le potentiel en motocross. Après, quel est son état de forme actuel? Qu'est-ce qu'il a retenu cette année en outdoor? Parce que, encore une fois, c'était pas terrible. Smith, je crois qu'il s'est fait un peu mal, je crois. Je sais pas si c'est là à Las Vegas ou quoi. Marchbanks a continué de rouler malgré son genou blessé. Et puis Kitchen, sinon. Kitchen, lui, est en forme pour le coup ces derniers temps. Les résultats ne le montrent pas. Ouais. Et d'ailleurs, on va en parler un petit peu, mais tu penses vraiment qu'il y avait un problème de moto pour Kitchen ou il a juste laissé passer Shimoda pour faire chez Digan Ouais, encore? franchement, je me suis grave posé la question, mais après quand je l'ai vu dégringoler complet, parce qu'il a continué de dégringoler, après il est pas reparti en fait, hein. Je pense qu'il avait vraiment un Ouais, problème sur ouais. la moto du coup. Bah je pense que Moi, j'ai quand même du mal à y croire. si c'était ça, juste il serait quand même reparti derrière quoi. Enfin, tu vois, il se serait, il aurait fait style, qu'est-ce qui se passe et tout, et puis après, une fois que deux trois ils sont passés, il sera reparti quoi. Bah, je suis d'accord avec toi, mais enfin, c'est fou quand même parce que il sort du virage, il a de l'accélération, il regarde derrière, il voit Shimoda, paf, il coupe. Et en plus, tu sais, genre, il a pas le pied sur le sélecteur, donc et tu vois que c'est lui qui coupe, tu vois que c'est pas, il est en position, la position elle bouge pas, il regarde et d'un seul coup la moto elle Hmm. ralentit, tu vois, c'est vraiment lui qui coupe. Il a pas le pied sur le sélecteur, donc il a pas fait un point mort ou quoi. Enfin, ouais, franchement. Peut-être hein, qu'il avait vraiment un problème mécanique, mais Ouais, enfin, sauf que tu vois, j'ai du mal à y croire. Mitch Payton, il le sait ça. Ça veut dire que quand il va rentrer, enfin, je veux dire, son boss, il peut pas être Payton, il peut pas être d'accord sur le fait, bon, bah, vas-y, sors comme ça, t'es ton pote, par exemple, tu vois. Il peut pas être d'accord avec ça. Et à un moment donné, quand il va sortir, l'autre, il va dire, bah, j'ai l'impression que la moto, elle avait un problème.
ils vont démonter, ils vont essayer de chercher où était le problème et tout, qu'il y a rien du tout. Ça te fout pas de ma gueule, la moto elle est nickel, il y a rien. Il va l'écouter au son, il y a rien, ils vont la démonter, il y a rien. Donc tu peux pas trop mentir non plus là-dessus en tant que pilote. Donc je vois difficilement comment c'est possible. Mais c'est vrai que moi au début quand je l'ai vu, pareil, je me suis dit, oh il laisse passer là, c'est pas possible. Et après quand j'ai vu qu'il continuait de dégringoler, bah ouais, il y a quand même aussi de l'argent à se faire même pour les places d'honneur derrière. Donc tu l'aides parce que voilà, ok, mais tu vas quand même chercher les places juste derrière, tu vois. Donc je sais pas, ça m'a paru étrange. Est-ce que c'est pas possible qu'il ait laissé passer et qu'après ça, il ait eu un problème mécanique? Mais que tu vois, le moment où il laisse passer, c'est pas le problème mécanique. Bah, je pense pas parce qu'il a continué de dégringoler en fait juste après quoi. Il n'y a pas eu un moment où il est resté Ouais, à telle direct. place et il a continué de dégringoler direct après quoi. Ok. Non, mais c'est vrai que c'est bizarre, mais je reste sceptique quand même. Au Ouais. vu du ralenti, j'ai du mal à croire que c'est la moto qui l'a empêché de retenir Shimoda, quoi. Mais, euh, mais peut-être que j'ai juste un cerveau de complotiste, je sais pas. Ah, et c'est marrant aussi parce que Digan, c'est en première manche qu'il le dépasse et qui, pareil, il s'arrête un peu à son Il le niveau. regarde plusieurs fois et tout. Ouais. Et à un moment donné, il l'a tendu un petit peu aussi, justement. Mais moi, j'étais là en train de me dire, mais qu'est-ce que tu fais? Ouais, il faut que tu la gagnes celle-là. T'as pas le temps en fait pour ça. Mais j'étais curieux de voir ce qu'il allait faire à côté. Et c'était plus fort que lui, tu vois, qu'il est passé à côté et il s'est dit, attends un peu, toi, parce que j'ai le démon contre toi aussi là. Mais bon, vas-y, il faut que j'aille gagner. Donc j'y vais. Ouais, je pense qu'il voulait pas perdre trop de temps avec lui, mais qu'il voulait quand même lui montrer genre, hey, t'es personne, je fais ce que je veux avec toi. Ouais, Allez, salut. c'est ça. Mais bon. Et on va quand même parler un petit peu de l'incident d'Igan Di Francesco, Ouais. qui est. Ben, Di Francesco fait une erreur, mais c'est quand même un peu la faute de Digan. Il est derrière, il faut être plus prudent, je pense. Surtout sur un truc comme ça, où, enfin, tu vois, il lance, mais enfin, les trajectoires, elles se croisent et tout. Enfin, à chaque fois, il la refait même encore après. À chaque fois, il compte vraiment sur le fait que le mec de devant, bah, justement, il se rate pas dans le sable et il continue d'avancer parce que les trajectoires, elles se croisent clairement et c'est juste, bah, ils sont pas là au même moment, au même moment. Mais le but, c'est quand même pour lui de gagner du temps et de se rapprocher. Et à chaque fois, il saute derrière. Et après, avec les angles de caméra aussi, ça fausse un peu. Mais souvent, même après ça, ça donne l'impression que c'est passé assez près. Là, malheureusement aussi, c'est un peu la faute à pas de chance Di Francesco qui fait une erreur dans le sable et qui s'arrête quasiment. Et c'était quand même trop bizarre parce qu'il prend les deux coups sur la tête Di Francesco. Et après ça, c'est comme s'il en prenait un troisième. Sa tête, elle part en arrière. C'était hyper étrange, non? Ouais, ouais. Je sais pas du tout, tu vois, j'aurais bien aimé avoir l'avis d'un spécialiste là qui essaie d'analyser ça et essayer d'expliquer ce qui s'est passé parce qu'effectivement c'était comme un retardement quoi. Il a pris pas et après c'est comme s'il s'était pris une balle dans la tête quoi juste après et son coup ouais, il tire directement en arrière quoi. C'était ouais, très très étrange. Puis c'était même pas dans le mouvement du coup des deux coups qu'il prend avant, parce que les coups qu'il prend avant, il les prend sur le côté un peu vers Mm, l'avant. mm, mm. Au final, sa tête, après, elle part complètement en arrière. Je me suis dit que moi, ça devait être, tu sais, un espèce de spasme où, tu sais, on avait vu en SVT les réflexes myotatiques où quand tu te tapes sur le genou, ça se contracte et tu as la jambe qui se lève toute seule. Et je pense qu'avec le choc, son cerveau, il a dû envoyer un signal bizarre à son corps et il est parti comme ça. Mais c'est vrai que sur le coup, quand j'ai vu ça la première fois, je me suis dit, mais attends, il était conscient et il nous a fait un truc comme au catch, là, genre, après coup, genre, je me jette Ouais, par terre franchement, c'est vrai que ou c'est t'as, quoi? t'as, t'as presque envie de dire limite que c'est fait exprès parce que effectivement c'est après et t'as l'impression genre ah tiens c'est la bonne, j'avais plus envie de rouler, c'était la bonne excuse pour ah je peux plus c'est fini je rentre chez moi tu vois. Mais non ouais effectivement enfin, je pense quand même pas que du coup c'était justement un réflexe volontaire. On a dit que c'était un réflexe involontaire mais c'est vrai que c'est étrange et c'est bizarre surtout le laps de temps en fait qu'effectivement il y a un décalage. Mais effectivement, je pense que c'est possible que ça a tapé à un endroit et ouais, ça a envoyé la commande de se contracter au niveau de là, des cervicales, tu vois. Euh, Puisque on sait que enfin, les muscles, ça a aussi un rôle protecteur hein, de la colonne, etc., des muscles et de l'ossature. Donc peut-être que là, ça a pris le coup, il faut se protéger, il faut se raidir et ça a contracté cette zone-là en particulier. C'est pour ça que ça l'a fait partir d'un coup comme ça. Je sais pas trop, mais c'est vrai que ouais, j'aurais bien aimé entendre l'avis d'un médecin là, spécialiste et essayer de comprendre ce qui se passe dans le corps à ce moment-là.
Ouais, en tout cas, sa tête, elle a pris vraiment bien cher et ça faisait du bien de le voir marcher et même, je sais pas si tu as vu un petit peu, mais on a vu des petites vidéos sur les réseaux où ils discutent et tout et ça va, tout a l'air d'être là. Juste, bah, il a pris un petit KO, sur le moment quoi, Ouais. mais ouais, ouais, sur le coup, ça faisait quand même très peur et Digan, avec toute sa classe, n'a rien mentionné sur le podium de la première manche. Ouais. Ouais, c'est clair. Ça aurait été quand même la moindre des choses de t'en soucier. J'espère qu'il va bien. C'était pas de chance. Même si tu penses que c'est pas de ta faute ou quoi, ça se trouve, tu as tué quelqu'un, quoi. Je veux dire, à un moment donné, même si t'as pas fait exprès. Non, oui, clairement, enfin, pour moi, c'est pas de sa faute et c'est un peu, voilà, enfin, un mec qui fait une erreur. Je veux dire, sur un gros saut, un double, une table, ça peut être pareil. Le mec, il se rate avant, il se met un gros cours, ça le freine, toi, tu sautes derrière, boum, au même endroit, au même moment, tu vois, c'est pas de chance. Donc, je pense vraiment pas que ce soit de sa faute, mais effectivement, ouais, enfin, t'as peut-être revu les images ou même sans les revoir. Tu sais que t'as touché la tête d'un mec quand même avec ta roue et que ça fait pas du bien. Enfin, c'est vrai que ça manque un peu de classe là. Par contre, encore une fois, dans la manœuvre, il perd que 4 secondes. Ouais, Il était, ouais, je crois qu'il était, à ce moment-là, il était peut-être 8 derrière Shimoda, quelque chose comme ça. Il est en train de revenir. Et il se relève et au pointage d'après, 12 secondes derrière seulement. ouais, c'est vrai qu'il se relève Puis c'est vite vrai quand que même. tu vois le ralenti. Ouais, la moto, elle part, il a déjà plus les jambes, il se retrouve sur les genoux, il se relève tout de suite. Ça, c'est vrai que par contre, enfin, sur une chute, tu vois, autant sa chute de Saint-Louis là en première manche quand il fait une petite erreur tout seul dans l'ornière, il perd que 4 secondes. Déjà, c'est bien quand même parce qu'à chaque fois que ta moto tombe par terre et toi avec, c'est dur de perdre si peu de temps. Mais alors là, où la moto elle part limite en backflip et tout, t'as tapé la tête d'un gars, je m'attendrais à ce qu'il perde plus de temps quand même. Ouais, et puis c'est vrai que tu vois aussi la caisse physique qu'a le garçon parce que nous, moi, quand tu tombes à la fin de la manche et tout, même si c'est une petite chute, effectivement, relever la moto après, ah, c'est dur là. T'as dit à ton corps que tu allais faire une pause alors que pas du tout. Donc c'est compliqué de repartir à fond, effectivement. Et puis surtout, bah, dès que tu es sur la moto, rouler aussi vite que si tu n'étais pas du tout tombé. Tu penses qu'il s'entraîne à ça? Pas dans le sens où, genre, quand il est à l'entraînement et qu'il chute, il se relève tout de suite, mais dans le sens où parfois, en milieu de manche, il s'arrête, il pose la moto par terre, il la relève et il repart. Oh, je crois que j'ai déjà vu des coachs faire ça, aux pilotes, je crois que Taillet, je l'ai déjà vu faire un truc comme ça en vidéo, dire à ses pilotes: Tu t'avances, ou pour celle aussi, tu poses la moto, tu la relèves et tu repars». Mais non, lui, je pense pas qu'il s'entraîne à faire ça, mais je pense surtout que ouais, il y a quand même un moment donné, et encore, parce que le peu de chutes qu'on voit à l'entraînement, en général, les mecs, ils s'arrêtent à l'entraînement, tu vois? Quand ils ont pris une chute, et ils se relèvent, ils arrêtent leur manche et tout, ils remontent pas, boum, pour repartir, à part peut-être si c'est une petite chute dans un virage, tu vois? Et encore, je trouve que, souvent, les chutes qu'on peut voir à l'entraînement, les gars, ils s'arrêtent complet et justement, c'est on vérifie tout, ça va, tu mal nulle part, la moto, rien, tac, 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 tout va bien. Bon, on fait une pause, boit, récupère, et c'est tellement faut tellement pas se blesser, en fait, justement, heu tellement de choses mis en place qui tombent à l'eau quand le pilote se blesse que, j'ai l'impression qu'à l'entraînement, même la toute petite chute, paf, ça va le poignet, machin, hein. Et donc, je sais pas s'il y en a beaucoup au final qui s'entraînent à se prendre des boîtes, enfin qui s'entraînent, ils prennent des boîtes à l'entraînement et qui se relèvent direct justement pour pas perdre de temps, conditions de course, comme si, bah, comme s'ils avaient quelque chose à jouer justement même à l'entraînement, pour s'entraîner à ça. Ouais. On va terminer sur la catégorie 250 du SMX de Las Vegas avec quand même notre Tom Vial national qui n'a toujours pas admis euh, à la presse qu'il partait en MXGP. C'est marrant quand même parce que Jason Thomas sur le podium, il lui dit on sait que c'est peut-être ta dernière course aux États-Unis. Dis-nous un petit peu du coup ce que tu penses de cette expérience. Tu as quand même gagné 2 titres Supercross, tu as gagné des courses et tout. Qu'est-ce que tu en as pensé? Puis lui, il dit oui, c'est vrai que c'est la fin d'un chapitre. C'était ma dernière course en 250 et l'année prochaine, je passerai en 450. Et du coup, c'était très bien, mais j'ai vraiment hâte de commencer ce nouveau chapitre en 450 et de rouler l'année prochaine, quoi. Puis
puis, puis c'est tout. À chaque fois, mais même on l'avait déjà vu sur des conférences de presse pendant ces playoffs et tout, à chaque fois qu'on lui dit que les gens ont essayé de gratter un peu comme quoi, a priori, il repart en MXGP, il était tout le temps là. Oui, c'est vrai que ça va être mes dernières courses en 250, après ce sera les 450. Nanana. Il parle que du fait que c'est la fin en 250 et pas que c'est la fin aux US, quoi. C'est bizarre quand même parce que il pourrait admettre qu'il repart en MXGP sans dire qu'il change de team. Tu vois, il pourrait toujours être KTM ou MXGP, il n'y a pas de souci. Donc, je trouve ça bizarre quand même de dire, ou même que ben, c'est peut-être, ça, tu vois, il pourrait dire, effectivement, peut-être que il se pourrait que ce soit ma dernière course aux États-Unis. Rien n'est encore complètement décidé. Donc si c'est le cas, et tu vois, après partir dans de l'hypothétique, un peu comme ce que Plessinger avait fait quand on lui avait posé la question pour quand il sera teammate de Thomas, tu vois, il a dit si ça se fait, ce serait super, j'aurais été teammate avec machin, 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 en plus d'Eli, c'est quand même un beau line-up, patati patata, tu vois. Que Vial, non, il refuse, il dit non, non, c'est ma dernière course en 250 et l'année prochaine 450. Ouais, il a pas lâché le morceau et tu vois, je me demande est-ce que justement il s'est entraîné à ça pour le coup parce qu'on lui en a posé des questions. J'ai vu l'interview de MX Actu qui était aux États-Unis pour la dernière justement et qui pose la question et en français. Le Big aussi qui lui pose les questions. Et c'est marrant parce que le Big sur Facebook, là j'ai vu son article. Merci Tom Vial pour ses années aux US. Qui dit un truc comme ça, tu vois. Du coup, pareil, MX Actu dans son interview, il lui demande est-ce que tu peux nous dire justement, est-ce que tu sais sur quelle couleur, est-ce qu'on sait sur quelle couleur, je crois, ça sera l'année prochaine, machin, rien. Et il dit oui, moi je le sais, et j'espère que, mais pour l'instant je peux pas le dire, j'espère que bientôt je pourrai le dire en gros. Mais encore une fois, enfin là, ça laissait clairement dire que bah, ce sera plus sur la même couleur, quoi. Tu vois, si tu dis, bah oui, moi je sais Ouais. sur quelle couleur ce sera, mais je peux pas le dire tout de suite. Enfin, si c'était sur KTM, bien sûr, tu le dirais tout de suite. Je poursuis avec les oranges, tu vois. Même Donc si Shimoda le fait pas non plus, a priori il devrait rester Honda et c'est pareil, on n'a pas encore eu de mot officiel ou quoi. ouais. Mais au final, ouais, quand Vial il dit ça, il en dit plus qu'en disant ouais, c'est peut-être ma dernière aux US. Mmh. Ouais, et du coup, beaucoup de nouveautés. Il dit, voilà, début en 450, et cetera. Donc, bah, je suis pressé, je suis surmotivé, et cetera, et cetera. Donc non, il a pas lâché le morceau, mais c'est clair qu'à chaque fois, ça laissait en suspens. Et puis, ouais, c'est ouf que maintenant tout le monde le sait, en fait. Et qu'il lâche pas le morceau. Ouais, je trouve ça un peu marrant, mais bon, à la fois, il fait tenir jusqu'à, voilà, tous les matins, tu vas te réveiller. Alors, ça y est, ça a été annoncé ou pas? Il laisse le suspense jusqu'au bout. C'est assez drôle parce que ouais, vraiment, tout le monde est au courant. Et je pense que, tu vois, là, en vrai, les industries, enfin, notamment KTM, peut-être qui veut justement taire ça jusqu'à ce que le contrat se termine officiellement, ils doivent un peu se mordre les doigts. Enfin, je sais pas quelle est leur situation à ce moment-là, mais ils veulent garder ça secret. Et au final, bah, enfin, ils sont au courant que tout le monde est au courant, quoi. Mais ils continuent de dire: «Ah non, on le dit pas, on le dit pas, on le dit pas, on le dit pas», alors que c'est bon, quoi, les gars. Ouais, c'est vrai. Est-ce que tu penses que, et peut-être que c'est pas trop le cas pour un Tom Vial qui est populaire en France, mais au-delà de la France, peut-être un petit peu plus aussi dans le reste de l'Europe, parce qu'il fait partie des quelques représentants européens aux États-Unis. Mais est-ce que tu penses que si on prend des d'autres top pilotes comme bah, Geyser, qui a priori part chez Yam, ou si on prend Jet, imaginons que Jet l'année prochaine il aille aussi chez Kawa, si le fait que ça se sache plus tôt, est-ce que tu penses que c'est vraiment un frein dans les ventes pour Honda, et dans l'esprit des gens? Est-ce que tu penses qu'il y a une grande... C'est sûr qu'il y en a au moins quelques-uns qui se disent ah, Jet, il sera Kawa l'année prochaine, bah, je rachète pas de Honda, je vais acheter une Kawa comme Jet. Il y en a. Mais est-ce que tu penses que c'est vraiment une partie impactante des consommateurs? On a déjà parlé, je crois, de ça sur un des podcasts, on s'était déjà Ouais, posé la question. Et moi, oui, je pense clairement. ouais. Au début, j'avais du mal à admettre et à reconnaître, pas pour de la mauvaise foi ou de la mauvaise volonté de ma part, mais je trouvais ça un peu gros que les pilotes soient payés autant pour vendre des motos d'une couleur, enfin d'une certaine marque, tu vois. Je me disais, mais enfin, c'est pas possible. Oui, c'est ce que je regarde à la télé, etc. Mais j'achète pas une Honda parce que Jet Lawrence est sur une Honda. J'achète pas une tenue Fox parce que Roxane roule avec une tenue Fox. Et bah en fait, alors moi je suis peut-être pas voilà ce grand fanatique à me dire ah je fais tout comme Jet parce que j'aime son style etc. Mais à la fois j'aime son style pour le coup donc quelque part je suis quand même influencé par ça et ça me donne envie. Enfin pour le coup j'ai roulé Alpinestar et Honda pendant un moment donc peut-être que Mhm. finalement il influence quand Puis, même mes choix parce que il est devant donc il est extrêmement montré et puis ouais c'est
Est-ce que j'aime ce style parce que, enfin, tu vois, est-ce que les gens aiment ce style-là, du coup, parce que c'est celui qui gagne? Parce que est-ce qu'un mec qui a ce style-là, mais qui serait dans les derniers, bah, est-ce que du coup ça nous ferait autant kiffer et on voudrait avoir la tenue qui moule, on voudrait avoir, la Honda, le casque Alpinestar et cetera, alors que le mec il est dernier et qu'on le voit presque jamais? Est-ce qu'on préférerait pas du coup les tenues larges à la Web si c'était lui qui était tout le temps sur le devant de la scène et qui était devant les autres, tu vois? C'est donc au final, je pense que non et puis de toute façon, s'ils sont payés autant et cetera, c'est qu'il y a du retour, sur investissement et que ça fonctionne. Donc c'est vrai que j'ai mis du temps à me dire, bah, en fait, ouais, ça fonctionne. Mais en soi, même au-delà de se dire, bah, c'est Jet Lawrence et cetera, bah, ils les montrent déjà. Donc ils sont une vitrine pour ces marques, pour Honda, pour Alpinestar et cetera et heu et forcément, du coup, bah, ça fait vendre parce que ça fait montrer, 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 montrer. Et à force de voir, bah, c'est comme quand tu regardes les Wii de la KTM quand elles étaient sorties en 2023 de mémoire. Tout le monde disait à vomir, dégueulasse, horrible, c'est trop moche. Vraiment, tout le monde, les gars, mentez pas. J'ai vu sur Facebook, partout, sur Insta, tout le monde commentait que c'était horrible quand on avait vu des images fuitées de Erling sur la KTM. Et aujourd'hui, ne vous mentez pas non plus, si on devait acheter une KTM, on achèterait tous celle-ci avec les plastiques là 2025. On kifferait celle-là et c'est vrai que je la trouve très jolie maintenant la KTM quand je la vois. Je me dis, elle est quand même belle cette moto, tu vois. Elle est dans mon top 3 des plus belles motos sur le plateau. Et pourtant, quand ils ont sorti ces Ouïe-là au départ, et pareil avec la CRF, et ça avait fait pareil avec Légende Bleue en 2017 de mémoire là sur la YAM quand ils avaient sorti Légende Bleue. Je dis oh, vas-y, ça fait Jackie Tuning là. C'est comme là demain tu te vois mettre des jantes rouges Ouais. sur une Honda. Non, jamais de la vie. Et pourtant, ils le feraient. Dans 2 ans, qui ferait ça, j'achèterais des jantes rouges comme un pauvre mouton. Ouais, de ouf. Mais du coup, toi, par exemple, qui est Honda, euh, est-ce que maintenant que tu as aussi acheté une Honda pour les raisons qui t'ont influencé, il y a peut-être un peu de Jet, de Chase aussi à l'époque quand tu as changé, est-ce que si tu devais acheter une tondeuse ou un groupe électrogène, tu te verrais plus acheter une tondeuse Honda et un groupe électrogène Honda ou non, ça par contre, t'en as rien à foutre que la même marque que ta moto fasse aussi ces produits-là et t'irais juste au moins cher ou à celui qui a vraiment les spécifications que tu souhaites, peu importe la marque. Mec, tu sais que tu m'as posé vraiment exactement la même question la dernière fois aussi, hein. J'espère qu'il y en a pas trop qui nous suivent depuis le début. Et Ce et qui vont dire, oh, ils et tu dit radotent les quoi? deux là. T'avais dit quoi alors? Très vite. Et j'avais répondu, mais je crois que oui, je pourrais, à prix égal en tout cas, et caractéristiques Ouais. égales, acheter du coup le Honda plutôt qu'une autre marque parce que j'ai une moto Honda et surtout parce que j'en suis content. Enfin, j'ai aussi une moto route Honda et qui ne va pas causer de problème jusque-là. Donc je suis content de la fiabilité de la Honda. Pareil en cross, j'ai jamais eu de dinguerie sur la Honda. Donc je pense que c'est ce qui ferait que, et puis de ce qu'on entend aussi autour, Honda c'est fiable en général, etc. Je l'ai expérimenté, donc je pense que c'est ce qui ferait que oui, entre enfin, deux objets à caractéristiques égales, je prendrais forcément celui de la marque Honda parce que j'ai un peu plus confiance en la marque ayant expérimenté la marque déjà. Et est-ce que du coup, quand tu as acheté ta moto de route, le fait que tu avais déjà une cross Honda, ça t'a fait chercher plus parmi les Honda ou pareil, rien à voir, tu avais déjà entendu parler de ce modèle du bouche à oreille ou tu as regardé vraiment tout et c'était la meilleure offre que tu as trouvée au moment où tu cherchais? Pour la motoroute? Ouais, Non, parce que la motoroute, du coup, je l'ai eu. Est-ce que j'étais pas encore en 125 quand je l'ai eu en 125e, tu vois, il me semble. Donc, quoi qu'il en soit, bon, après, j'étais passé Kawa, mais en vrai, je voulais rouler avec une Honda. Mais non, franchement, ça n'a pas du tout influencé. Ça, c'était plus les avis, justement. On m'avait dit, voilà, cette moto-là, pareil, elle est fiable, c'est un bon rapport qualité-prix, fonctionnel et tout. Donc j'étais parti là-dessus. Mais pour le coup, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, j'y réfléchis un peu parce que en ce moment, je regarde comme ça, je me renseigne sur les motoroutes pour éventuellement, dans un futur, la changer. Et je me disais, je suis intéressé par des Yamaha, et d'un côté, je me disais, ah ouais, ça m'embête de plus tout avoir en date. Tu sais, là, j'imagine justement mon garage là plus tard avec les deux motos, et je me dis, ah, ce serait dommage qu'il y ait une Yamaha et une Honda dedans. C'est vrai que je préférerais. Et ça, pour le coup, ça m'a influencé. Enfin, je peux te répondre très clairement et très simplement sur les casques, par exemple. J'achète pas un casque Alpinestar et un casque Bell et un casque machin, tu vois. Si j'ai deux casques, c'est deux casques de la même marque. Les masques, pareil. ouais.
Je roule avec les masques de la même marque. Je veux pas avoir un Oakley, un machin, un bidule. Et les mecs sur les Alors que décos, t'es pas sponsor. alors que je suis pas sponsor. Et les mecs, mais pour faire un peu comme les pros, quoi. Tu vois, tu vois pas les pros changer de marque, etc. Et du coup, de forme de lunettes d'une course à l'autre. Et pareil, sur. Attends, de quoi je voulais parler là? Ah, je sais plus, j'ai Tu, perdu. tu parlais de rester sur la même marque pour des produits similaires. Tu voulais les deux motos, ça reste des Honda, tes masques, Ouais, ouais, tout mais ça. je crois que c'était par rapport à l'équipement. Mais en tout cas, voilà, même sur les Ok. casques, j'achète pas deux casques de marques différentes. Je garde la même marque. Ouais. Mais tu vois, parce que moi, je sais que j'ai fait pareil avec mon électroménager à la maison. C'est que j'ai d'abord acheté ma télé et je voulais une télé spécifique et tout, et je l'ai trouvée en LG. Et après, quand j'ai dû choisir une machine à laver, quand j'ai vu qu'il y en avait des LG et qu'elle était belle, je fais, même si elle était un peu plus chère, admettons, je fais, ah ouais, mais elle est jolie, elle a le vendeur, il m'a dit, elle a telle et telle fonction, et en plus, c'est une LG comme la télé, donc moi, je trouve ça cool, je la prends, tu vois. Et le Oh, les frigo, problèmes pareil, de genre, le riches, quoi. frigo, il était beau, il avait le truc, il avait les fonctions, et c'était un LG, et même s'il était un peu plus cher, bah ouais, mais c'est un LG comme la télé et la machine à laver, alors je prends ça. Ouais, vrai problème de riches, quoi. Mais j'ai retrouvé ce que je voulais dire. Ce que je voulais dire, c'est que même les clients sur les décos, quand ils me mettent au clé et 100%, je lui envoie un petit message. Je lui dis, je peux pas trop faire ça, mec. Je suis désolé, mais je peux pas te mettre Pour de des vrai? Oakley. Non, je dis pas, je peux pas faire ça. Si tu veux, si tu veux. Mais genre, je rappelle que c'est deux marques concurrentes, comme euh, quelle autre marque ou les marques Ouais, mais d'huile. Souvent, des fois, on me dit, tu mets Ippon et Motul. Non, mec, c'est soit l'un, soit l'autre. Tu mets pas les deux. Bon, après, je il y vends a du, des règles, hein. je vends du 200% perso, donc je suis obligé de leur dire, non, mais après, si c'est ce que tu veux vraiment, je le ferai, mais ça me dérange. Mais vraiment, du coup, tu les préviens. Ouais, bah, et puis souvent quand c'est en live, du coup, bah, c'est facile de lui dire. Après, quand c'est pas en live, Ouais. non, mais je crois que si, quand même, j'envoie quand même un petit message ou je le fais pas forcément parce que des fois, enfin, on me cite des logos, voilà, exemple, tac, 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 on me cite et ils sont pas arrêtés sur des marques absolument qui veulent absolument. Donc, je me permets de pas le mettre et donc après, bah, il peut voir sur la maquette qu'il a pas été mis ou alors j'envoie un petit message, je le dis quand c'est en live, je le précise. Mais en vrai, tu vois, c'est pas que non plus parce que moi, personnellement, je ne fais pas ça, mais il y en a d'autres qui sont comme ça. Et il y en a qui pourraient regarder la moto en disant oh le guignol MGT Design il t'a mis Hippon et Motul. Tu vois. Donc Ouais. voilà, enfin moi après c'est parce que moi personnellement je l'aurais pas fait sur ma moto, donc je me permets de le dire. Et des fois il y en a, ah oui c'est vrai machin. D'autres qui s'en fichent complètement en vrai, hein, et ils t'ont donné les deux marques, Ouais. c'est parce que justement un jour si la motule est moins chère ils peuvent acheter de la motule et ensuite de l'Hippon si ils ont bien aimé le goût à la fraise, enfin le goût, la senteur. Ouais, ouais, puis tu peux être Oakley pour les lunettes et 100% pour les gants. Donc ça marche, quoi. Ouais. Mais ouais, c'est vrai que moi, j'ai de la Maxima pour. Non, enfin, maintenant, j'ai maintenant de la Ippon pour la chaîne, j'ai de la Maxima pour les plastiques. C'est de la GR2, je crois, que je mets dans le moteur comme huile. C'est plus, ou GRO, je crois. GRO. C'est une huile espagnole, je crois. Je l'avais acheté sur Greenland. Mais elle marche bien. Bon, sinon, ce que je voulais dire à la base sur Tom Vial, quand même, c'est que la dernière manche de l'année, il a tout donné, mais genre plus que pour gagner des titres, quoi. Pour une troisième place, je trouvais qu'il se donnait sur la piste, le peu où on l'a vu à l'écran. Ça faisait plaisir à voir. Tu voyais que peu importe, est-ce que la moto, peut-être que la moto lui convenait très bien, hein, mais ou peut-être pas ou quoi, mais quoi qu'il en soit, vraiment il donnait. Ouais, c'est vrai qu'on l'a pas beaucoup vu et puis j'étais très arrêté sur le duel des deux. Mais bon, très dommage le dernier virage quoi, où il laisse la porte ouverte et Joe le reprend à cet endroit-là. Là, c'est rookie mistake, pas possible là, dans le dernier virage de faire ça, c'est dommage. Mais bon, au final, ça changeait pas le résultat. Par contre, dans ses interviews, il disait que troisième c'était un peu le maximum qu'il pouvait faire parce qu'il était arrivé un peu loin avec 25 points de retard. À un moment donné, il a dit. Mais en Hmm, arrivant au ouais. SMX. Parce qu'il y a un classement cumulé Supercross, Motocross et Super Motocross? Oui, oui, là en fait, ce classement cumulé, non. Ce classement cumulé, en fait, il part juste avec les 25 points que tu peux avoir de bonus avant de commencer les playoffs au Mhm. maximum. Et ensuite, les résultats du premier playoff, du deuxième et du troisième. Oui. Mais donc, tu vois, t'as pas tous tes points de Supercross plus motocross cumulés. C'est ton Ah, résultat cumulé qui donne tes points de départ. non, mais surtout, en fait, il disait 25 points de retard arrivé à la dernière des trois.
en Je fait. pense que c'était Je ça, croyais ouais. au début qu'il disait en arrivant sur ces 3 dernières sur ce championnat-là, je suis arrivé avec 25 points de retard, donc 3e c'était le mieux que je pouvais faire. Mais en fait non, d'accord, là maintenant j'ai capté, effectivement, c'est en arrivant sur cette dernière épreuve de ces 3 derniers rounds, il avait, cumulé du coup au total 25 points de retard, donc il pouvait pas espérer, beaucoup mieux, qu'une 3e place. Mais non, en tout cas, ouais, c'est cool de finir sur un podium avec un beau trophée, pour, la dernière, aux États-Unis. Effectivement, qui clôt un chapitre où au final, bah, pas mal de succès quoi, hein, avec 2 titres, Supercross, sur 3 ans. C'est beau. Ouais, 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 c'est clair. On va voir maintenant ce que ça donne l'année prochaine, quoi. Avant de continuer, de passer à la catégorie 450, j'aimerais parler un petit peu du format SMX avec toi, surtout de la structure des points. Et est-ce que tu aimes du coup cette histoire de tu as des points de départ avec la saison régulière et ensuite tu fais simple, double et triple pour pouvoir en fait l'avantage de faire double et triple c'est que même si l'écart s'agrandit entre les premiers ça reste accessible et du coup bah, ça fait 3 ans qu'en 450 on se retrouve dans une configuration où entre deux pilotes celui qui gagne la course il gagne le titre. Pardon. En 250, à chaque fois, on a quand même une course au titre assez serrée. Est-ce que tu aimes bien ce système ou est-ce que tu préférais, je sais qu'il y a des playoffs aussi en NASCAR aux États-Unis et d'autres sports motorisés, où là, je crois que ce qu'ils font, en fait, c'est qu'il y a toujours 22 pilotes, enfin, ils sont peut-être pas 20, je crois qu'ils sont une vingtaine quand même en NASCAR. Mais admettons, en cross, tu serais toujours 22 derrière la grille et cependant, tu en élimines une partie après le premier playoff et ces gens-là, ils peuvent continuer de rouler, surtout pour l'argent, au deuxième. Mais par contre, même s'ils gagnent la course, ils ne gagneront pas le titre parce qu'ils n'ont pas fait suffisamment bien en première épreuve et ils ont été éliminés. Et pareil, tu en élimines encore à la deuxième épreuve pour te retrouver avec 4 pilotes, en gros, 4 ou je sais pas, 4 ou 6, mais je pense qu'en vrai 4 c'est bien, mais 4 pilotes qui sont comme à égalité de points au départ de la dernière manche, et tu n'as que un parmi ces 4-là qui peut gagner le titre, mais du coup, entre ces 4-là, bah, celui qui bat les autres, c'est celui qui gagne le titre. Et comme ça, en fait, chaque année, vraiment, tu es garanti entre 4 pilotes, c'est celui qui gagne la course qui gagne le titre. Ouais, mais si tu fais un truc comme ça, je pense qu'il faudrait que les 4 pilotes roulent tout seuls, en fait, à la fin. Je veux dire, intercaler des pilotes qui roulent pour l'argent, mais qui n'ont plus rien à voir, avec le titre, bah, je suis pas persuadé que ce soit Ouais, forcément mais une bonne chose. Après, c'est sûr que par contre, une finale de 20 minutes à 4, c'est c'est ça. mais à la fois, tu peux être sûr qu'ils vont se retrouver les 4. Alors à part s'il y a une vraie différence de niveau du coup, tu vois? Mais qu'ils vont se retrouver les 4 roue dans roue quoi, a priori, hein. Hmm. Donc ouais, non, moi je trouve que le format, je trouve qu'ils ont bien géré quand même le format parce qu'effectivement c'est serré jusqu'à la dernière et tu sais jamais en avance, bon bah allez c'est gagné, donc ce système de doublé puis triplé. On peut se questionner sur, arriver justement avec des points d'avance, parce que, par rapport à la saison, régulière. Heu, bah, ma foi, moi je dis que ça récompense en plus celui justement qui a fait tous les rounds. Après, voilà, ça récompense, on n'est pas là non plus pour faire du social et récompenser et donner une médaille à tout le monde. Donc quand tu vois Justin Cooper qui au final alors a fait une très bonne saison, mais n'a pas gagné d'outdoor, n'a pas gagné de finale de Supercross et il arrive avec la plaque rouge au SMX. Bon, pourquoi pas, mais au final, ouais, en plus il l'a pas gardé, bien longtemps donc ouais, moi, c'est juste ça que je pourrais remettre en question, on va dire, le fait d'arriver avec des points d'avance. Mais mine de rien, ça force aussi peut-être des pilotes à revenir un peu en outdoor et relever un peu le championnat outdoor quand, enfin, tu vois, Sexton, peut-être il serait peut-être pas revenu, s'il y avait pas des points marqués un peu pour le SMX. On sait qu'il y a des pilotes qui reviennent comme ça, pour marquer quelques points, ça remplit la grille et puis ça Tomac l'année peut, dernière. voilà, ça peut ramener un petit peu de piment et de suspense dans les autres championnats avant. Donc, non, moi tel qu'il est là, hein, il me convient pas mal et c'est ce qu'on veut, des courses serrées, en tout cas et ne pas savoir qui va gagner, d'avance et là pour le coup ça a bien été serré, jusqu'à la fin donc c'était cool. Ok. Et j'avais entendu un truc il y a 2 semaines, et je crois pas que j'en ai parlé sur le podcast, mais tu m'arrêtes si je radote. C'était le fils de Daniel Blair qui avait donné l'idée. Pour justifier un petit peu le double point, le triple point, et aussi régler un petit peu le problème de ces pistes hybrides qui marchent pas forcément très bien, faire le premier où c'est un vrai supercross avec une finale de 20 minutes et tu as tes points simples. Et donc tu fais un vrai supercross dans un stade avec des whoops et tout. Le deuxième, tu fais un vrai motocross avec 2 manches et du coup tu as tes points doubles parce que tu marquerais tes points à chaque manche.
Et le troisième, où là, tu fais un truc hybride, où tu refais un supercross, enfin, tu vois un petit peu, tu fais peut-être un truc comme à Las Vegas, et tu le fais en triple crown. Et du coup, en triple crown, vu que tu as 3 manches, ça te ferait tes trois résultats, tes triples points. Qu'est-ce que tu penses de cette idée? Je pense que dans l'idée, en fait, dans la théorie, c'est pas trop mal, ça justifie les points. Mais en fait, le fait de faire comme ça, tu risques d'agrandir les écarts. Que tu vois, là, admettons, tes Jet Lawrence, tu as fait 1-1-1-1 sur les deux premières. Ben, à la fin, tu as quand même que 9 points d'avance, tu vois. Là où tu en aurais 12 si tu comptes. Alors, il faudrait qu'il fasse 3 fois 1. Mais tu vois, après, s'il fait. Tu vois, derrière, il peut faire 2 au général à chaque fois en faisant un 3-2. Et du coup, bah, l'écart de points, il est plus bas que si tu comptes des points pour chaque place de chaque manche, quand le mec il fait 3-2, 3-2, tu vois. Ouais, bah, dans l'idée, pourquoi pas aussi. Après, je le mettrais pas spécialement mieux ce format que celui actuel. Moi, l'idée d'un terrain hybride, effectivement, je pense qu'il y a des améliorations à apporter pour que ça fasse vraiment une. Tu vois, moi, je le scindrais presque complètement, en fait. Vraiment, une partie, là, la moitié, tac, 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 c'est que motocross. Et quand tu sors du motocross, que du supercross. Que là, j'ai l'impression qu'après, ils font aussi avec les contraintes du stade. Mais. Moi, le regret que j'ai, c'est ces petites portions, ces petits virages, tu vois. J'ai l'impression, au début où je faisais des terrains justement sur les jeux, ça faisait un peu ça, des petits virages un peu partout. Et puis là, au final, en plus, tu les prends à la corde, tu vois, il y a pas vraiment, ça favorise pas trop de dépassement. Donc c'est un petit peu dommage. Je pense que ça mériterait d'avoir des portions plus longues avec des vrais virages et pas des petits slaloms comme ça, qu'au final, tu prends à la corde en ligne droite et qui du coup bah, tout le monde prend comme ça et donc c'est à la queue leu les uns derrière les autres. Je pense que bah, ce qu'on veut voir c'est aussi du dépassement et donner l'opportunité aux pilotes de dépasser et donc pour ça il faut avoir des plus longues lignes et avec des vrais virages. Je trouve que le sable a pas mal fonctionné la plupart du temps ici sauf là la dernière la partie sable au final alors c'est compliqué et ça favorise les erreurs mais je trouve que sur la piste d'avant quand tu avais vraiment un intérieur, un extérieur avec différentes vagues, etc., bah voilà, fallait faire ton choix et tu voyais des gestes techniques, des gars qui sautaient dans le sable, des choses comme ça. Et je trouve que quand ils rentraient dans le sable, tu savais pas vraiment qui allait en ressortir en premier. Et donc ça laissait vraiment le suspense. C'était et puis au dernier moment une erreur. Enfin voilà, je trouve que là c'était vraiment intéressant. Cette fois-ci, là, à Las Vegas, un petit peu moins. Mais, mais moi, le principe du terrain hybride, j'aime plutôt bien. Et par contre, à Las Vegas, ouais, on n'a pas trop parlé de la piste pour l'instant, mais moi, j'ai bien aimé la piste. Les sauts, je trouve que justement, ils étaient sympas. Je trouve que c'était fluide, tu vois, c'était roulant et j'ai trouvé plutôt cool ouais, le terrain. Ouais, c'est vrai que ça allait très vite dans l'extérieur, bah, là où on va y venir, mais où Sexton s'est explosé notamment. Euh, donc ouais, il y en a peut-être qui diront que c'est un peu dangereux. Après, je pense que c'est aussi un petit peu la terre de Las Vegas qui, bah, il fait très chaud là-bas et du coup qui durcit et quand ça se défonce est peut-être plus délicate aussi. Et en même temps, vu qu'elle est dure, reste très rapide. Mais c'est vrai qu'en termes de tracé, au final, quand j'avais vu le plan, je me disais c'est pas très différent de l'année dernière. Bon, c'est vrai que c'est dans l'autre sens, mais c'était vraiment le même esprit, un petit peu, le circuit. Mais c'est vrai que je trouvais que ça marchait bien. J'aimais beaucoup, moi, le pont avec où il sautait jusque dans la descente, juste à côté du départ. Là, c'est vrai que ça, c'était bien cool, bien impressionnant. Ça allait vite, ça glissait, mais heureusement personne s'est raté. Donc ouais, c'était top. Non, puis au final, bah, ça a laissé place à de belles courses. Les pilotes ont réussi à faire la différence plus que sur les autres terrains, j'ai l'impression quand même. Après, Charlotte, les conditions météo ont fait que la piste était quand même très délicate. Euh, je pense qu'effectivement, après, il faut peut-être qu'ils ont tendance peut-être à tomber un peu dans piste hybride, piste facile. Ils ont un peu tendance, tu sais, un peu comme la Monster Cup, où le but c'était quand même d'avoir un supercross adouci parce qu'ils voulaient attirer des pilotes européens et tout ça à la Monster Cup. Donc c'est pour ça qu'il n'y avait pas de whoops et c'était pas les enchaînements les plus énervés que on ait pu voir à la Monster Cup. Bon, quand même, moi je trouve que la Monster Cup, tu vois, l'année où il y avait Stewart face à Villo Poto, là, le trip ou quadruple derrière table que faisait, là je trouve que c'était des boss. Enfin, justement, cette table-là, elle était haute, elle était plus haute, il me semble, que les standards du Supercross qu'ils font là. Le gros double qui suivait derrière, pareil, après la série de vagues. Oh, moi je trouve quand même que. C'est plus gros, mais est-ce que c'est plus difficile et plus technique et plus dangereux que sur un vrai enchaînement de supercross que tu vas retrouver à Anaheim ou à Glendale ou quoi? Tu vois, peut-être pas. Les boss étaient peut-être un peu moins raides. Moi, je trouve que quand c'est plus gros et plus espacé, bah, ça laisse quand même un petit peu plus place à l'erreur. Tu vois, si tu te mets long, tu as plus le temps de freiner. Hmm. Donc, Oui, je que suis d'accord petit avec toi serré. que cet enchaînement-là, en termes de taille,
pardon, il était quand même ouais, gros, celui où Villopoto il tombe justement, du coup, en essayant Ouais. ce quadruple derrière table. Mais donc je suis d'accord avec toi, mais tu vois, et puis cet enchaînement-là, je crois que c'était. Non, il y avait un deuxième enchaînement aussi après l'arrivée quand il faisait l'épingle à gauche, où là c'était que des doubles ou des triples. Pareil, toutes les bosses faisaient un peu la même taille et étaient un petit peu espacées. Donc oui, dans l'ensemble, c'était pas non plus des terrains faciles sur lesquels moi j'aurais roulé à la Monster Cup. C'est pas ce que je suis en train de dire, mais c'était pas non plus les pistes de Supercross les plus techniques qu'on ait pu voir euh, sur un championnat d'AMA Supercross, quoi. Et j'ai l'impression quand même qu'ils ont tendance à tomber un petit peu là-dessus aussi ici. Alors c'est vrai qu'après c'est difficile de faire des enchaînements hyper raides et hyper longs de Supercross quand tu sais que les mecs bah, ils vont peut-être avoir des suspensions de motocross parce que tu as fait une partie motocross super longue qui va aussi très rapide, qui va aussi se défoncer et tout. Ça fait partie du jeu de trouver le bon réglage. Mais il y a toujours quand même, je pense, cet équilibre chez les créateurs de pistes où ils veulent pas non plus casser du pilote. Donc, ils veulent pas que ce soit trop difficile. Mais parce que c'est vrai que plus c'est difficile, plus c'est dangereux. Il y a peut-être une courbe qui est un peu liée à ce niveau-là. Mais dans l'ensemble, ils ont peut-être tendance pour les playoffs à faire des circuits, du coup, vu qu'ils veulent être hybrides, un peu trop simples. Enfin, tu vois, à Saint-Louis, à part l'enchaînement le long des tribunes, il y avait vraiment pas grand-chose. Oui, il y avait les portions sable, mais au final, on n'a quand même pas vu tant de dépassements que ça dedans. Et en dehors de ces portions sable, après, pour faire la différence, il y avait quand même pas. La piste ne poussait pas trop à faire des erreurs. Et encore, j'ai envie de dire, c'est surtout la première courbe en sable où on en a vu. Mais le sable noir, là, à Saint-Louis, il y avait très peu d'erreurs au final dedans. Tout le monde se suivait un peu. Même pour doubler un mec qui prenait un tour, c'était pas forcément évident, quoi. Donc, Hmm. je pense qu'il faut peut-être. Après, c'est difficile, c'est la fin de saison. Ils ont déjà fait 28 courses de saison régulière. T'en as qui reviennent de blessure. T'en as un par miracle qui s'est pas blessé de toute la saison. Donc tu te dis que les pilotes sont fatigués et tu veux pas faire les pistes les plus dures à ce moment-là. Mais en même temps, ça reste des pilotes professionnels et il faut trouver une solution pour créer des différences, quoi. Ouais, ouais, c'est vrai que oui, au final, c'est pas forcément les plus gros sauts qui sont les plus durs à faire, et plus c'est gros et espacé, effectivement, plus c'est un peu plus simple et moins technique au final que serré et raide. Mais ouais, moi, un terrain comme la Monster Cup, je trouvais ça quand même sympa et au final assez impressionnant. Enfin, moi, je me souviens quand je voyais justement ces gros sauts, je trouvais ça ouf et grave stylé. Et, et puis bah, on a vu des belles bagarres quand même à la Monster Cup, justement. On a vu au poteau Mm. Stewart, c'est quand même bien bataillé. Et ouais, moi je ferais vraiment une portion complètement supercross. Et effectivement, après, ça fait partie du jeu au pilote de faire son choix, suspension motocross, suspension supercross, en fonction de la piste, tu vois, et pas faire la piste en fonction des pilotes. Alors évidemment, après, en fonction des pilotes quand même, faire attention justement. Le but, c'est pas de les fracasser. Et après, enfin, je veux dire, si on n'a plus de pilote, on n'a plus de show. Et donc ça sert plus à rien. Mais ouais, je pense qu'il y a des améliorations à faire quand même sur les tracés, mais en tout cas, le format, lui, en lui-même, moi, me plaît bien. Bon, catégorie 450 Super Motocross de Las Vegas. J'ai une théorie. Je pense que Jet voulait pas gagner. Je pense qu'en deuxième manche, Jet, il était là et il poussait pas et il était en train de se dire. Et en même temps, et si je laissais Hunter gagner, il est devant, ça se passe bien pour lui, je sais pas, ça me fait chier de le battre encore et de détruire ses chances. J'ai déjà gagné 2 fois, c'est bien. En même temps, j'aime pas perdre. Mais ouais, je pense qu'il se posait plein de questions pendant longtemps et qu'après il a vu Sexton par terre et il s'est dit vas-y, la vie est courte, je peux pas ne pas tout donner et j'y vais. Ouais, je sais pas, mais c'est vrai que c'était étrange parce que au début, tu avais l'impression vraiment qu'il galérait, il revenait pas dessus, et après, il s'est mis à revenir en 2 tours, quoi, au contact de Thomas, et puis Hunter et tout. Donc, c'est étrange. Je sais pas si c'est lui qui galère un peu ou effectivement s'il était un peu sur la retenue, mais ouais, en tout cas, on a vu des vidéos des deux qui tirent la tronche à la fin sur le podium ou même en dehors surtout. Et tu te dis, putain, les mecs, avec deux, ils viennent de faire 1 500 000 au minimum, sans compter tout le reste, et ils sont pas contents, quoi. Ouais. Mais c'est vrai que Hunter, il avait l'air plus deg que l'année dernière. Je pense qu'il y croyait plus cette année. Et ce qui est normal, hein, parce que même en outdoor, il a été quand même plus proche du niveau de Jet que l'année dernière, quand Jet était encore là. Puis même l'année dernière, une fois que Jet est parti, après sa chute de Red Bud, il avait plus rien pour Sexton, Hunter. Donc,
Je pense qu'il y croyait plus cette année. Il a gagné à la régulière l'épreuve de la semaine dernière aussi. Même si bon, Jet est mal parti, mais de toute façon, Hunter avait super bien roulé. Il avait mis la piquette à Tomac dans la première. Il est resté dans la route Tomac et Jet dans la deuxième. Donc ouais, je pense qu'il y croyait plus et que ouais, il était vraiment dingue. Mais en même temps, s'il avait gagné, mais parce que Jet n'avait pas tout fait pour essayer de gagner lui-même, est-ce qu'il l'aurait bien Bah pris? non. Non, et puis ça, c'est le genre de truc, c'est des secrets Ouais. d'État. Genre, faudrait même pas que Jet te dise, ouais, bah, j'ai pas tout donné. Enfin, je sais pas, je suis resté sur la retenue, tu vois. C'est des choses, ça se dit même pas. Et à la fois, ouais, non, mais non, enfin, le sport veut qu'on donne tout. Et voilà. Et je pense que même Hunter, il veut pas le battre parce que, enfin, c'est comme Sexton qui voulait pas le battre parce que Jet était blessé. Enfin, ou Tomac, etc. Donc, non, Alors, excuse-moi, je te coupe 2 secondes, mais parce que tu viens de dire justement un truc que je voulais soulever tout à l'heure quand on parlait de Digan, c'est que tu as dit le sport veut qu'on donne tout, et c'est là aussi où était le problème et le côté antisportif dans le comportement de Digan, c'est qu'il ne donne pas tout pour faire son meilleur résultat dans la manche, tu vois. Alors, il fait le maximum pour avoir son meilleur résultat au championnat, mais c'est en ne donnant pas tout dans cette manche, en faisant exprès limite de perdre et de perdre du temps, et c'est là, moi, je trouve que c'est un petit peu le côté antisportif et où il ne respecte pas la devise de... C'est Pierre de Coubertin, je crois, qui disait qu'on doit tout le temps donner le maximum dans le sport. oui, 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 mais enfin, ça prend plein d'autres paramètres en compte. C'est que effectivement, j'y ai pensé pendant un moment aussi, mais le sport, c'est pas juste. Enfin, là, on n'est pas sur de l'athlétisme et de la course de 100 mètres où tu donnes tout, c'est en ligne droite, c'est toi et ton corps et ta performance physique qui va te donner un temps et qui va te dire qui va te classer, etc. Tu vois, là, il y a d'autres choses qui rentrent en compte, dont Digan qui se fait faucher par un Kitchen qui est même pas dans la course au titre, tu vois la semaine d'avant. Donc il y a plusieurs paramètres qui rentrent en compte. À partir du moment où tu rentres le paramètre des autres concurrents qui peuvent venir te faucher et t'enlever toutes tes chances de titre, bah pourquoi toi justement tu ne peux pas jouer un peu au chat et à la souris et tenter de bloquer, d'intercaler des pilotes entre toi et les autres, tu vois. Enfin, lui, justement, Digan, il dit pas qu'il a pas tout donné, hein. Au contraire, lui, il reste dans l'éthique du sport, il dit qu'il se donne tout le temps à 110% et c'est ce qu'il a fait cette fois-ci. Mais non, c'est sûr que ça peut partager et diviser ce qu'il a fait, mais moi, je trouve que ça fait pleinement partie du sport tant que voilà, ça reste raisonnable, enfin, pas trop dangereux en tout cas, pas de risque de blessure. Surtout pour l'autre. À la limite, lui, il a voulu jouer et il s'est blessé. Bah, écoute, t'avais qu'à tracer devant, mais il aurait blessé Shimoda. Voilà, tu pètes des doigts à un autre, une jambe, parce que tu vas lui mettre un gros contact pour essayer de le foutre par terre. Là, c'est plus que moyen. Effectivement, c'est antisportif. Tu lui enlèves toutes ses chances à lui de gagner en le diminuant physiquement. Ou même sur la moto. Enfin, je veux dire, il aurait cassé Mm. des rayons de sa roue avant, ça l'oblige à s'arrêter. Là, tu lui enlèves des chances. Enfin, tu lui réduis sa capacité à pouvoir performer. Donc là, non. Mais pour revenir ouais, du coup à Jet, je pense que voilà, Hunter il a pas envie de gagner non plus si Jet ne se donne pas à fond. Mais moi ça me fait plaisir de voir ça parce que enfin en fait jusque-là effectivement Hunter j'ai l'impression bah si, tant qu'il finissait deuxième derrière son frère, bah pour lui c'était une victoire quand même. Il avait battu les autres et que son but c'est de battre les autres et pas forcément Jet et pas forcément de finir premier. Et c'est vrai que moi ça me dérangeait un peu. À un moment donné, j'ai envie de le voir un peu s'énerver et que, alors pas que ce soit la guerre entre les deux, tu vois, mais à un moment donné, genre voilà, énerve-toi et aie la rage de le battre lui aussi, tu vois. Ça peut que être positif pour l'avenir et après, bon, c'est sûr que j'espère qu'il y en aura d'autres qui seront à leur niveau, parce qu'on sait très bien qu'une bataille entre frères, justement, ça va rester trop clean. Même si à Paris, on les a vus un peu entrer en contact de temps en temps. Mais ça va rester très clean quand même entre les deux. Et on n'aura plus de Digan, justement, ce qu'il a fait. Entre les deux, il n'y aura jamais ça. Donc j'espère qu'il y en aura quand même d'autres à leur niveau pour pouvoir ramener un peu de piment dans les batailles. Après, c'est très clean, mais je trouve que c'est pas moins agressif que quand tu vois une bataille entre Tomac et Jet, tu vois. Ça reste toujours aussi très propre entre les deux et ça se double et ça se redouble. Et justement, il y a eu quelques échanges comme ça, quelques passes d'armes pas très longtemps, mais en première manche entre Jet et Hunter. Et où voilà, Hunter il essayait de répliquer et tout, et évidemment, il n'est pas allé mettre Jet par terre et Jet n'est pas allé mettre Hunter par terre, mais tu voyais que ils ont quand même ils ont bataillé dur tous les deux, enfin vraiment en donnant encore une fois le maximum d'eux-mêmes. Mais ouais, tout en restant très propre. Donc je pense que même s'il y avait dans le futur que Hunter contre Jet pour des courses et des titres, ça ne nous empêcherait pas de voir de belles courses déjà. Tant que de toute façon est un petit peu titillé, au moins on a de l'action, quoi, on Ouais, va mais bon, dire. c'est vrai que
Je sais pas, je crois qu'on aime quand même quand il y a de l'animosité un peu entre les 2, que ça pas que ça se bat à la fin, mais presque, tu vois? Que ça se prend le casque un peu comme ça et tout, tu vois? Ça, on aime bien et entre les 2 je pense qu'on verra jamais ça. Donc c'est bien de ramener des pilotes aussi, de toute façon, enfin, Liga, il est prévu qu'il monte et j'espère quand même qu'il ira jusqu'à ce niveau-là justement, avec sa grande bouche et qu'il il va il va rendre tout ça, spicy. Ouais, toi, t'es là pour le drama, Non, toi. pas le drama, mais il faut qu'il y ait de la bataille, que ça se tape. Euh, Attends, c'est pour quand même des ronds et tout. Donc les gars, non, faut s'énerver un peu là. Bon, Thomas, que lui, je pense que c'était l'inverse. Il a tout donné tant qu'il y croyait. Puis une fois que Jet l'a doublé, bah, c'était fini. De toute façon, il savait que déjà avant que Jet le double, c'était compliqué. Mais il s'est dit Hunter, je le rattrape pas. Jet, il m'a doublé. C'est finito et il a lâché, Ouais, quoi. ouais, franchement, tu vois, je me dis, c'est. Ah, on en revient toujours au même, quoi. Les Lawrence, ils sont quand même très forts. Surtout Jet, voilà, quand il a décidé de fondre sur lui, il a fondu, il l'a doublé. Et merci, au revoir, quoi. Moi, ouais, ce serait décourageant. Et franchement, je pense que si. Je, je pense que pour Thomas, il y a justement le fait de prendre encore de bons billets qui le fait continuer parce que ce serait juste la performance sportive et la motivation de les battre. Moi, à l'issue de cette année, je crois que je l'ai plus, quoi. Ou alors, il est peut-être plein d'espoir sur une nouvelle moto. Peut-être que lui, il est pas très à l'aise. Il en parle pas souvent, hein, tu vois. Encore une fois, il est pas aussi à l'aise qu'un Prado. Donc peut-être Mhm. qu'il y a une moto qui lui convient moins maintenant, ou qu'il a beaucoup d'espoir sur la KTM et faire quelque chose de mieux et d'être encore mieux, voilà, que ce qu'il a été cette saison. Mais au-delà de ça, c'est vrai que moi, de l'extérieur, je me dis, j'aurais été à sa place, là, enfin voilà, à son âge, avec tout ce qu'il a accompli, avec eux qui sont jeunes, justement, qui montent en puissance et qui visiblement progressent encore de saison en saison. On le voit notamment Hunter, quand même, qui se rapproche un petit peu de Jet aussi, et par rapport aux autres, qui finit de plus en plus devant les autres et qui devient quand même quelqu'un de difficile à battre, mine de rien. Ouais, moi, ça me mettrait un coup au moral et je me dirais, vas-y, retraite, je vais profiter de ma famille et laissez-moi tranquille, quoi. Ouais, mais honnêtement, évidemment, il le fait pas gratuitement, mais je pense pas que. Enfin, tu vois, il a les thunes, Thomas. En plus, on connaît pas exactement son lifestyle parce qu'il est quand même assez discret, mais a priori, il a sa ferme dans le Colorado. Je crois qu'il aime bien collectionner un peu des voitures vintage, mais ça s'arrête là, tu vois. Donc, ces thunes, je pense qu'il en a pas dépensé la moitié encore et que s'il voulait ne plus bosser de sa vie, il fait partie des rares pilotes qui pourraient se le permettre. Donc, je pense que c'est quand même beaucoup, il y croit. Comme tu dis, je me suis demandé un petit peu en fin de saison outdoor s'il n'y avait pas un petit peu un côté où, tu sais, cette génération de 450 YZF, depuis 2023, Dylan, il roulait dessus en outdoor, il disait elle était bien en supercross, mais il la détestait en outdoor. C'est ce qui l'a poussé à partir. En partie, il y avait aussi le fait que Tomac soit là et qu'il trouvait que Tomac prenait toute l'attention du team, mais il y a aussi le fait qu'il n'aimait pas du tout cette moto en motocross. Et c'est vrai que Renault a gagné un Grand Prix cette année et il en a gagné je crois, un ou deux l'année dernière et pareil l'année d'avant. Enfin, il a réussi un petit peu à gagner chaque année, mais pas de manière très constante. Et je ne sais pas si, ouais, il y a peut-être un petit manque de confort en motocross avec cette génération de Yamaha. Et peut-être que pour le motocross, ils fondent plus d'espoir dans la KTM. Puis je pense qu'après, il se raccroche à le feeling qu'il avait en supercross cette année, où il était quand même clairement pas aux fraises. On l'a vu à Anaheim 1, on l'a vu à San Diego quand il gagne. Bon, Anaheim 2 dans la Gadoue, là par contre, il était aux fraises. Mais après, le week-end d'après, au Triple Crown à Glendale, à chaque fois, il part super mal, il revient super fort, il gagne une manche sans souci. Donc je pense qu'il se raccroche un petit peu à ses performances de supercross où il se dit déjà, si je peux être compétitif en supercross, ça vaut le coup. Puis après, tu vois, si en autocross, il se sent plus, puis je me dis, son contrat, à tout moment, il le convertit en SX Only ou des trucs comme ça, tu vois. On ne sait pas, mais je pense que c'est beaucoup de. Il était à l'aise en supercross en début d'année et il se sentait capable de potentiellement battre Jet et les autres. Et je pense que c'est plus là-dessus qui compte avant le motocross et le SMX, quoi. Ouais, ça se peut. Mais d'ailleurs, en parlant de Tomac, t'as vu un peu là, j'ai l'impression que ça se tacle un petit peu avec Steve Mattes, non, du Pulp MX. Ça s'envoie des petits tweets, des petits trucs comme ça, Mhm. non, t'as pas vu? Non, j'ai pas Mais vu, je ça sais pas, disait quoi? justement, Tomac, il utilise un anglais trop poussé pour moi, je crois. C'est l'un des rares que j'arrive pas trop à comprendre, donc j'ai eu beau relire, et puis bon, j'ai pas fait traduire son petit paragraphe là, mais c'est pas la première fois, je crois, qu'entre les deux, justement, ça s'envoie des pics.
Et, euh, et là, c'était à quel sujet? Ouais, mais je crois qu'en fait, Steve Matthes, il a dû parler de l'action de Digan et il a dû mentionner Tomac face à Dungey, justement. Et je, voilà, et En je crois qu'il a dit quelque 2017. chose qui lui a pas plu du coup à Tomac, et Tomac a réagi là-dessus en disant que lui sur Dungey, en gros, ça avait rien à voir avec ce que Digan avait fait ou quoi. Donc voilà, mais après, je pourrais pas. C'était quand même pas aussi énervé, je trouve, Tomac. Le principe était le même, où il essayait de ralentir la course et d'intercaler des pilotes et de faire perdre du temps à Denji, mais c'était pas au point de freiner dans des lignes droites et faire des slaloms devant lui et tout, quoi. Enfin, ouais, je trouve que Digan, c'était quand même plus, enfin, guignol. Certains trucs, c'était Non, guignol, clairement, mais Digan. parce qu'en même temps aussi, la piste n'était pas la même. Là, pour le coup, enfin, je veux dire, sur un enchaînement, tu peux pas freiner, mettre des petits coups de frein pour Ouais. te faire perdre l'avant. Mais après, quoi qu'il en soit, ça en ligne droite, oui, je trouve que c'est un peu trop. Moi, je préfère justement, va à la même vitesse que lui dans l'enchaînement et bloque-le dans un virage, limite à la Barcia sur Aranda au SX de Paris. Tu t'arrêtes et Hmm. arrête-toi le temps que tu veux là, à ce moment-là, tu vois, mais bloque-le de cette manière-là. Pas en ligne droite en mettant des coups de frein ou faire du slalom devant. Et pareil, du coup, Thomas sur Dundee. Donc, non, oui, mais après, il avait la piste qui était différente aussi, quoi. Là, pour le coup, Thomas qui pouvait se permettre de ralentir dans les enchaînements. Et puis en plus, je trouve qu'en Supercross, c'est quand même plus simple de ralentir dans les enchaînements. Enfin, il suffit de les passer ou déjà de faire un double au lieu d'un triple. Et aussi d'aller plus haut, de ne plus casser. Enfin, tu as moyen de sauter les sauts juste pour passer les Hmm. enchaînements. Et c'est ce qui fait la différence en plus entre un débutant à SX et un pilote confirmé, un pro. C'est il y a celui qui d'abord s'attarde à juste franchir les enchaînements, faire son double, faire son triple, ensuite le faire propre. Et ensuite, tu as celui qui veut de la vitesse en faisant son double triple, cassant le saut pour être le plus bas possible et gagner le plus de temps possible. Donc je pense que la piste l'aidait un petit peu justement à jouer à ça, Tomac avec Dungey. Mais parce que ouais, l'attente dans les virages, c'est vrai qu'une fois, Dungey, pareil, il l'a mis un peu à l'envers comme ça, il a fallu qu'il redescende un peu pour repartir. Donc il a joué un peu à ça. Mais ouais, ça lui a pas plu. Mais je crois que c'est pas la première fois que Tomac justement il répond à Steve Matthes là par rapport à ce qu'il dit. Je crois que les deux ils s'aiment pas trop. Bah, pourtant, il y a plusieurs fois où il est venu sur le Pulp MX Show, Tomac, et ça va, mais c'est vrai que Mathis, depuis 2010, déjà quand ça s'est produit en 2017, il disait qu'il aimait pas ça, que c'était pas très fair-play, et c'est vrai que là, il l'a beaucoup utilisé en parallèle avec ce qu'a fait Digan, en mettant ça un peu dans la même catégorie, après peut-être pas au même degré, mais c'est vrai qu'il le mettait dans la même catégorie, et où il disait que lui, Mathis, il disait il aime pas voir ça dans notre sport, et que ça a pas sa place. Mais c'est vrai qu'après, lui, Tomac, son argumentaire, c'est euh, oui, mais moi aussi, j'ai fait ça parce que la semaine d'avant, tu as Musquin qui laisse passer Dungy pour lui donner 3 points de plus et que c'est aussi de la triche, tu vois. Donc bah, maintenant, si vous faites ça chez KTM, bah, moi, je vais faire tout ce que je peux aussi pour bah, récupérer les 3 points que vous m'avez volés, en gros. Donc il y avait un petit peu de ça. De la même manière que Digan, il a, bah ouais, mais Kitchen, il m'a volé mes points. Donc bah maintenant, alors là, pour le coup, Kitchen, il est extérieur. Marvin, c'était vraiment le teammate de Dungy, donc c'était KTM, c'était l'équipe adverse et tout. Que Kitchen, il est Kawa, Digan, il est Yam et Shimoda, il est Honda. Et en plus, les trois marques sont japonaises, donc on peut même pas dire que c'est un complot japonais, quoi. Mais si ce n'est que peut-être qu'ils sont derrière le pilote japonais et pas le pilote américain, mais là-dessus, j'ai un doute. Donc ouais, après, j'irai voir du coup à quel point ça se chauffe sur Twitter entre les deux. Ouais, la réponse de Tu Thomas, voulais dire un truc? c'était sur X, mais je pense que du coup, il a juste entendu parler du Pulp MX Show. Enfin, il n'y a pas de commentaires à la suite, de Hmm. discussion entre les deux sur Twitter, je crois pas. Mais moi, de toute façon, j'ai pas X, moi, en Ok. fait. Moi, je vois ces posts-là qui sont en fait screen et mis sur Facebook ou sur Instagram. Et c'est comme ça que je les vois. Ok. Sinon, moi, quand même, j'ai remarqué dès les essais, la moto de Tomac, l'arrière était plus haut que d'habitude, j'ai trouvé. Ça m'a rappelé 2022, quand la première fois, on regardait la course ensemble et tu avais dit son arrière était super haut. À nouveau, j'ai trouvé qu'il y avait 1 kilomètre entre sa roue arrière et son Ah, garde-boue j'ai arrière, pas fait quoi. attention à la fois. Est-ce que j'ai regardé Ouais. les essais cette fois-ci? Si. Non, je suis pas sûr. Je crois pas que j'ai pas regardé les essais, mais bon, non, ça m'a pas marqué, ouais, cette fois-ci. Enfin, je trouve que de toute façon, tout le temps, il a toujours l'avant bas et l'arrière haut, mais ça m'a pas marqué plus cette fois-ci, quoi. Mais je trouvais que cette année, c'était mieux quand même. Genre, je trouvais qu'il avait l'avant moins mou en supercross quand il est arrivé, que la moto avait l'air moins aberrante. Mais après, en motocross, et puis là, sur les playoffs, j'ai trouvé qu'on est retourné comme en 40, quoi. Ou Hmm. plutôt comme en 24. Mais bon. Allez, on va parler quand même de ton chouchou, Sexton.
qui allait de l'avant, qui essayait quand même de se donner pour la dernière du SMX et qui s'est encore fracassé pour la troisième année consécutive dans la dernière manche du Super. Alors l'année dernière, je crois que c'était en première manche qui se fait mal. L'année d'avant, c'était aussi en deuxième manche, mais en tout cas, pour la troisième année consécutive, il sort de la dernière épreuve du SMX dans le camion, dans les ambulances. Et du coup, il a dit commotion légère et douleur à l'épaule doit faire, pour laquelle il doit faire des examens. Mais il sera probablement out pour les nations, quoi. Ouais, ça sent pas bon pour les nations non plus. Franchement, c'est dommage parce que je voulais bien voir cette équipe-là aux nations, quoi. Digan face au 450 et puis un Sexton Mm. aussi qui est bon, très bon encore en motocross cette année, etc. Donc, ouais, à mon avis, ça semble compliqué là. Et en plus, avec changement de team, etc., à mon avis, ouais, à mon avis il va être remplacé. Ouais, c'était donc probablement la dernière course de Sexton en KTM. Ouais. Du coup, pour les nations, j'ai entendu dire que l'équipe pressentie, ce serait du coup Hampshire en 450 avec Tomac et Justin Cooper qui descendrait en C'est ce qu'avait 250. suggéré DV dans sa story Insta. Il avait suggéré ça de descendre Cooper en 250. Euh, ouais, c'est. Je trouve que le choix. Alors, je trouve que Hampshire a bien prouvé en motocross, qui était bon, qui était là. Mais est-ce qu'il a été un meilleur pilote au final que Justin Cooper? Enfin, tu vois, le choix entre les deux, qui on refait redescendre en 250. Alors, je trouve que Hampshire est meilleur en motocross 450 au final qu'en 250. Mais pour Justin Cooper, ouais, j'ai l'impression que c'est plus parce que justement, on voit Hampshire meilleur en 450 motocross qu'en 250 que du coup, bon, bah, Cooper, on va te demander à toi parce que lui, on va pas le mettre sur une 250. Ouais, puis Cooper sur la 250 il était quand même bon en motocross. Il y a eu des années où certaines courses, il se bataillait avec Jet et Hunter à l'époque. Et il y a aussi le fait que Hampshire, il veut Ah plus voir ouais? de 250. Hampshire, je ne sais pas s'ils ont proposé aux trois, mais je sais que j'ai entendu dire que Hampshire, de toute façon, ne voulait pas rouler sur une 250. Et que par contre, côté Star Racing, ils ont demandé à Justin Cooper et Cooper Webb, et que les deux, a priori, ont dit qu'ils étaient prêts à descendre en 250 pour faire les nations. Et donc après, c'est est-ce que tu donnes la place à Cooper Webb, qui est moins prêt, parce qu'il s'est fait opérer au genou il n'y a pas si longtemps, qui a fait une saison outdoor, du coup, quand même, même un peu moins convaincante, déjà quand il était encore là, mais qui en même temps a accepté l'année dernière déjà de se faire crépir tout le week-end en 250 et qui allait jusqu'en Angleterre pour défendre l'honneur de l'Amérique? Ou est-ce que tu prends Justin Cooper qui juste semble à l'heure actuelle être le meilleur choix, tout Ah, simplement, encore quoi. une fois, t'es en motocross, t'es pas là pour faire du social, hein, donc Cooper, ouais, t'es bien gentil, merci, je te redis merci, mais effectivement, je pense que là, Justin Cooper, à mon avis, c'est un meilleur choix que Cooper Webb. Enfin, même là en SMX, Justin Cooper, il tombe au départ, il remonte, il le double, donc je pense qu'il est plus prêt, et puis ouais, je le pense meilleur aussi en motocross qu'un Cooper Webb. Hein. Ces dernières années, le motocross, Cooper Webb, c'était histoire de marquer quelques points, de prendre quelques ronds, je pense, hein, mais c'était pas vraiment un objectif et tout. Donc effectivement, il a bien été sympa de le faire l'année dernière et d'y aller, etc. Mais je pense que Justin Cooper est un meilleur choix. Ouais. Ouais, je suis d'accord. Au final, c'est pas une aussi bonne équipe que Digan, Sexton, Tomac. Si c'est Tomac, Hampshire et Cooper en 250. Mais ça reste une équipe solide quand même. Je pense que c'est une équipe qui est capable d'accrocher le podium. On en parlera plus, je pense, la semaine prochaine. Mais ça reste. Tu vois, au début, moi, quand j'y réfléchissais, je me disais, en 250, peut-être Kitchen ou quoi. Mais au-delà de Kitchen, qui est en forme en ce moment, mais qui n'a pas très bien performé en outdoor cette année. Enfin, tous les autres, ils sont quand même pas ouf parce que derrière Digan, c'était Shimoda, c'était Vial, ils vont pas rouler pour les États-Unis, donc c'était pas ouf. Et c'est vrai qu'au final, et Plessinger est blessé aussi parce que Plessinger roulait vachement bien en début d'année en 450, mais enfin il est pas blessé, il est malade, mais donc il roulera pas aux Nations, c'est sûr. Donc c'est vrai que je me disais, ça va être compliqué. Et j'avais pas pensé à Hampshire qui a quand même accroché des top 5 à la fin, et Justin Cooper qui, c'est vrai, je pense, euh, peut quand même ouais, bien rouler en 250 sur une YAM, ça aide un petit peu quand même pour les départs et tout ça. Que si tu prenais, tu vois, si tu fais redescendre Hampshire aussi en 250 aux États-Unis, la moto est quand même un petit peu moins puissante en motocross. En plus, Hampshire, je sais pas quelle taille il fait. Il est pas très grand, je sais pas combien il pèse non plus, mais parce qu'ils ont l'air de dire que c'est un gabarit
pas gros gabarit, mais quand même pas non plus un petit gabarit, Hampshire, et que c'est pour ça aussi qu'il roulait très très agressif sur la 250 à cause du manque de puissance et tout, tu vois. Et donc c'est vrai que c'est peut-être un plus petit gabarit, Justin Cooper, et en plus sur une 250 un peu plus puissante, ce sera moins un désavantage Mhm. aussi, quoi. Ouais, ouais. Eh ben, on va maintenant parler un petit peu du championnat du monde MXGP. Le championnat du monde MXGP qui vous est proposé toujours par les mêmes, MGT Design. Pour vos demandes de kit déco de 100% perso, contactez-les sur @mgtdesign-mx sur Instagram. Et allez, on parle tout de suite des 450 et de Romain Fèvre, parce que ça y est, on peut le dire, 10 ans après, il est champion du monde. Ouais, franchement, ça fait plaisir. C'est cool qu'il soit allé jusqu'au bout et qu'il l'ait fait. On va pouvoir chanter, du coup, sortir le nouveau son, là, bientôt sur YouTube, Apple Podcast, Spotify, Deezer, toutes les plateformes, les gars, soyez prêts. Non, c'est Apple Music aussi. Apple Music aussi. Ouais, non, c'est cool. Je suis content et c'est top. Un Français champion du monde. Ouais, puis comme on en parlait déjà la semaine dernière, mais au final, un titre quand même mérité. Il a enchaîné 14 podiums de suite, je crois, entre la 3e et la 16e épreuve. Donc vraiment, il a gagné 5 Grands Prix, je crois, cette année. Il a réussi à battre un peu tout le monde quand ils sont venus. Alors effectivement, en Suède, Geyser, c'est sûr, il n'était pas à 100%. Erlings, peut-être pas tout à fait non plus. Mais n'empêche que ce jour-là, il a été, j'en parlais la semaine dernière, mais il a été quand même intouchable. Donc, ouais, moi je trouve que. Puis, comme tu disais, ça fait partie du jeu de ne pas se blesser. Et c'est vrai que lui aussi, il en a eu beaucoup au cours des 10 dernières années, quoi, à essayer de défendre son premier titre, puis ensuite à essayer de le regagner. Euh, Moi, je repense notamment après la saison 2021 où il était passé vraiment tout près du titre face à Erlings et Geyser. Puis après, il se casse la jambe au Supercross de Paris. Et du coup, ça lui flingue toute sa saison d'après. Et du coup, la saison encore suivante, ben, quand tu n'as pas roulé pendant. Je crois qu'il n'avait pas fait un Grand Prix de la saison au final parce qu'il avait eu des problèmes avec sa jambe. Il avait dû se refaire opérer. Ou il en avait peut-être fait deux trois à la fin, mais vraiment pas beaucoup, il me semble. Et du coup, toute l'année d'après, c'est une année de reconstruction limite. Puis ensuite, ça nous amène à l'année 2023 où il était très bon en deuxième moitié de championnat, mais Prado avait déjà pris beaucoup d'avance. Donc ouais, ça fait vraiment plaisir de voir en plus tout le chemin qu'il a parcouru pour en arriver là. Et c'est stylé, il a déjà dit que l'année prochaine, il roulera avec le numéro 1. Ouais, ouais, j'ai vu ça, ouais, c'est cool. Et par contre, lui, il a dit il va faire les nations, mais les nations, il s'en fiche un peu. Ah ouais, Ouais, j'ai regardé une interview sur Daily Motocross et où bah du coup la personne lui demande il lui reste encore les nations et tout avant de se reposer et il disait ouais mais honnêtement mon objectif c'était le titre de champion du monde et les nations je vais les faire mais désolé pour les fans français mais je m'en fiche un peu, ça a jamais été une priorité et ça le sera jamais quoi. ouais, gros, qu'est-ce qui t'arrive là? Comment ça, mon rêve, justement, on était là en Après il train le de se dire, ouais, il le dit pas méchamment, tu vois, et on le sait. Enfin, c'est une course d'exhibition quand il se prépare tout l'hiver 2024, 2024-2025. C'est pour le titre de champion du monde. C'est pas pour se dire oh il y a les nations à la fin de l'année, c'est la course la plus importante. Tu vois, même si les médias et Infront qui organisent la course veut dire que c'est la course la plus importante de l'année, au final c'est la course la plus importante de l'année peut-être pour les supporters, pour nous parce qu'on se met derrière le pays et tout, et que c'est vrai qu'il y a énormément de supporters qui viennent sur la piste pour regarder cette course, plus que pour n'importe quel Grand Prix ou n'importe quel MXUS. Mais pour les pilotes, ça se voit, tu vois, toutes les fois où Dungey il a refusé de le faire quand il était chez KTM ou Tomac quand il était chez Kawa, ça nous montre bien que pour les pilotes et les teams, c'est loin d'être la course la plus importante. oui, c'est sûr, mais c'est vrai que enfin, Fèvre, t'as quand même à l'esprit qu'il se donne à chaque fois à fond et tout, enfin, jusqu'à rouler sans lunettes et se faire exploser les yeux. Donc, tu vois, là, de l'entendre dire ça, enfin, moi, de mon point de vue, c'est un peu. Bah, là, j'ai eu le championnat du monde. Donc, les nations, en gros, voilà, là, je vais pas aller me flinguer les yeux pour chercher quelque chose. J'ai gagné quelque chose cette année et la chose la plus importante pour moi en tant que pilote. Donc je vais pas aller tout risquer et me donner à 100%. Alors que
Avant, bah, tu envie de te dire, du coup, bah, c'est peut-être que vu qu'il avait pas le championnat du monde, il se raccrochait aux nations pour au moins avoir quelque chose, gagner quelque chose, tu vois, à la fin de l'année. Et ouais, là, de ce que j'entends, c'est pas une priorité, ça l'a jamais été. Donc voilà, désolé pour les fans français. Là, ça te met un petit coup au moral. Après, j'espère que ça va rien changer justement à sa façon de rouler et que s'il faut aller encore bah, se donner à 100% comme il l'a fait jusque-là, il le fera pour défendre les couleurs et nous offrir de belles courses. Mais ouais, de le sortir là comme ça ouvertement, moi, je le prends pas très bien. Non, mais tu vois, en plus, il le dit, ça a jamais été sa priorité. Et tu vois quand même comment est-ce qu'il a roulé aux nations par le passé. Et il a toujours, sur la piste, quand il les a fait, il a toujours tout donné. Et je pense que c'est plus une question de, faut pas s'attendre à le voir prendre de quelconque risque pour gagner les nations. Peut-être aussi que cette année, il sent qu'il y a un petit peu moins de chances de battre les Australiens et les Américains que il y a 2 ans à Ernée, par exemple, ou tout ça. Et que c'est pour ça aussi que bah, il faut pas s'attendre à ce que il soit impliqué comme les années précédentes. Après, peut-être que tout simplement, tu vois, il dit juste, va pas falloir à la Fédé, va pas falloir m'appeler tous les jours pour qu'on fasse des entraînements d'équipe et tout. Je vous verrai une fois et après, on se retrouve aux États-Unis, tu vois. Mais laissez-moi respirer un peu parce que j'ai fait 20 grands prix où j'ai eu la pression et j'étais tendu à bloc pendant du mois de mars jusque là, fin septembre. Et donc, j'ai besoin de souffler un petit peu aussi, tu vois. Ouais. Mais le fait qu'ils disent que ça n'a jamais été sa priorité, et en même temps, ça se comprend. Et quand tu vois, n'étant pas sa priorité, comment est-ce qu'il roulait aux nations, je me dis que ouais, faut juste pas s'attendre à ce qu'il y ait une prise de risque en fait. Et en même temps, c'est pas ce qu'on lui demande. Enfin, il s'est jamais fait mal aux nations, et voilà, faut pas s'attendre à ce qu'il risque sa santé pour cette course. Mais à mon avis, ça, il va quand même se donner. J'espère. Bon, parlons un peu de Kaido Wolf quand même. Parce que moi j'ai noté quand même que Kaido Wolf et Digan sont faits du même bois. Non, mais pas du tout, faut arrêter là. Faut arrêter. Katie Wolf, là, je suis désolé, c'est le petit Simon qui découvre que le mec, il est en train de jouer un championnat du monde. Et que, en fait, bah, des fois, dans la motocross, tu fais des blocs passes et oui, quand il faut prendre la position, tu vas te mettre devant l'autre. La première chute, quand D. Wolf saute dans l'intérieur, là, au final, il a sauté dans l'intérieur, il monte, il monte, il monte, et c'est après que l'autre, il raccroche la roue arrière de D. Wolf. Faut couper là. T'es dans l'extérieur, tu le vois sauter, pourquoi tu continues alors que le mec il a réussi, enfin, t'as le temps de le voir venir, genre là tu cours et tu sais encore une fois ce qui se passe. Tu sais que t'as des points d'avance et qu'en fait, ben, laisse-le passer, même limite, tu vois, moi dès le départ, parce que D-Wolf, pour le coup, dès le départ, je dis, oh l'autre il part avec trop d'intensité là par contre, c'était une dinguerie parce que dès le départ, tu vois D-Wolf justement accélérer dans la descente pour aller, et limite si je dois m'arrêter sur la Gunfelder, je m'arrêterai sur lui, mais tu le vois et là je me suis waouh, ok, alors on va s'accrocher parce que ça va être intense. Au final, ça se stabilise un peu, l'écart entre les deux. Et il y a cette opportunité quand il saute dans l'intérieur. Et je sais même pas s'il partait pour le doubler à ce moment-là, du Wolf, parce qu'au départ, il est quand même un peu loin. Il saute, et puis au final, enfin, il se retrouve même pas à aller le taper sur le côté. Il est largement devant. Lagenfelder, il touche sa roue arrière. Donc cette chute-là, je suis désolé, Lagenfelder, il peut couper et l'éviter. Ensuite, la deuxième, en deuxième manche, du coup, ben, c'est le même scénario. Tu sais que c'est D-Wolf sur ton côté quand ça se resserre, et en plus c'est monotrajectoire. Il prenait tous cette ornière à l'intérieur là dans le pif-paf. Tu le vois dans l'extérieur arriver, là tu t'écartes, tu lui laisses la place, tu vois. Là non, tu vas aller au contact avec lui et genre ah on est coude à coude. Évidemment qu'il va tout droit après, qu'il va pas aller prendre le virage D-Wolf et qu'il s'arrête un peu. Non franchement moi je trouve Ouais, il en plus tourne que du presque coup à ça n'a gauche quand rien à même, hein, voir avec. dans le virage à droite. Non, il va juste tout droit. Il prend pas cette ornière-là, il a décidé d'aller prendre l'extérieur, tu vois. Alors évidemment que la trajectoire de course, c'était pas l'extérieur, et qu'au premier tour, quand il y a tout le monde derrière toi, c'est pas ce qu'il voulait. Enfin, jamais de la vie, tout seul, il va faire ça, d'accord. Mais sauf que là, en soi, s'il avait envie d'aller prendre l'extérieur, en fait, il est juste allé tout droit prendre l'extérieur. Et sauf que l'autre, il voulait aller prendre l'intérieur et il a voulu essayer d'aller chercher devant lui. Mais je veux dire, même s'il était ressorti un peu devant lui, là, D-Wolf, il aurait pu aller voilà, se dire, ben non, moi je coupe pas trop, tu vois, t'as plus à perdre que moi. Donc si on tombe tous les deux, bah tant pis en fait. Et peut-être avec un peu de chance, tu me fermes la porte comme ça, il y a contact, tu tombes tout seul aussi. Donc non, moi je trouve que Lagenfelder, il n'a pas du tout bien joué sa dernière épreuve. Pour le coup, je parle juste de la dernière épreuve, hein, tout le reste, il en a gagné. Et pareil, son titre, il l'a mérité. Mais je trouve que ces dernières-là, à mon avis, il était plein de pression. Et je trouve qu'il n'a pas bien géré. Partir au début à fond et te pas soucier de ce qu'il y a derrière, faire ta course, y aller, ça c'était très bien, c'est ce qu'il fallait faire. À partir du moment où tu vois un D-Wolf qui arrive à revenir, qui recolle et qui est juste derrière toi,
laisse passer. Laisse passer, t'as juste besoin de le suivre. Alors après, c'est sûr que à jouer comme un Digan, 30 minutes comme ça sur une piste de motocross, ça va être long. Mais au départ au moins, enfin, le premier coup, hop, laisse-le passer. Et puis tu suis, ou tu vois. Enfin, ouais, moi je trouve que sur ces deux chutes, il aurait largement dû et pu couper, quoi. Ouais. Après, je trouve qu'en première manche, la chute où De Wolf il le fait tomber, c'est quand même un poil dangereux. Ça va quand même beaucoup plus vite que les contacts de Digan au SMX. Et bon, ça va qu'il tombe dans du mou, la Gunfelder, tu vois. Mais le premier contact, c'est c'est border, je trouve. C'est quand même limite. Parce que t'es De Wolf, t'as pas besoin d'aller le serrer jusqu'à le foutre dans les pancartes pour le doubler non plus. Et voilà, c'est pareil. Tu vas vraiment avec l'intention de le faire tomber pour lui faire perdre du temps. Et en deuxième manche, moi j'ai trouvé qu'il faisait aussi un petit peu ralentissait pour faire perdre du temps à la Gunfelder et tout, jusqu'à ce dernier contact où il le fait tomber. Euh, je me souviens plus, j'ai pas exactement toute la manche en tête, mais il me semble qu'il y a eu déjà quelques dépassements avant où il ralentissait pour lui faire perdre du temps et tout, vraiment à la manière un petit peu de Digan sur Shimoda. Donc moi, enfin la mentalité c'était vraiment la même, j'ai trouvé. Et d'ailleurs, je trouve ça quand même assez ironique quand Digan il se pète la clavicule au final et que De Wolf il pète son moteur dans dans les intempéries, tu vois. Oui, mais Les sauf vieux de qu'au la moto, final, ils ont pas kiffé, tu vois. ouais, sauf qu'au final, tu vois, un D-Wolf, pas de casse-moteur, parce que lui, il peut vraiment se ronger les doigts, parce qu'il casse pas son moteur, à mon avis, le titre, il le coiffe, hein. Parce que le Lagenfelder qui rechute tout seul, là, qui glisse, qui perd l'avant, il était je sais pas combien. Si D-Wolf, il revenait sur Conan, donc il y avait de grandes chances, après ça va être des si, mais qu'il le passe quand même, s'il avait pas eu. Parce que c'est au moment où, quand il perd complètement, il était dans sa roue, et là, la moto, elle commence à lâcher un peu, comme ça, là. Mais donc il y avait de grandes chances, je pense, qu'il passe Conan. C'était le piston, tu S'il penses? finissait. Ouais, à mon avis, elle a bulot, la moto, là. Elle l'a avalé tout rond, l'eau. Ouais. Euh, à mon avis, il doublait Conan. Et du coup, la Gunfelder, il aurait dû remonter 5 si je dis pas de bêtises. Ouais, si De Wolf gagne la manche, il faut que Lagenfelder il remonte 5. Voilà. Il serait pas remonté 5, hein. Il était derrière Alzinga. Il n'y arrivait pas. Donc, à mon avis, il serait jamais remonté 5. Et donc, le titre, comme ça, tu vois. Donc, non, moi, franchement, je Après, trouve que oui, effectivement, ça jouait de la même chose avec un peu comme Digan. Mais déjà, je trouve que enfin, ça faisait pas non plus des S justement sur la piste pour allez, vous, je vais complètement sur toi, paf, pour te dégager, tu vois. Et je pense que, enfin, il lui a pas laissé de place sur son premier dépassement. Mais c'est normal, enfin je veux dire ça, des fois tu le vois pas pour le titre, le mec il prend la position pour une première place, pour une deuxième, pour une troisième, il te prend la position, il te laisse pas de place. Et Lagenfelder, à aucun moment tu le vois couper pour ok, boum, t'es là, t'y es, je coupe, je prends les freins, tu vois. Non, il est resté comme ça au bout et ah mince, bah j'ai pris ta roue arrière. Et il prend vraiment sa roue arrière, quoi. C'est même pas au niveau de la jambe, c'est la roue hmm. arrière. Donc si tu prends la roue arrière, c'est que tu pouvais couper. Et tu le voyais, quand tu prends ton virage, tu l'as vu sauter, arriver, tu vois. Hop, coupe les gaz, coup de frein et laisse-le partir, quoi. Ouais, sur les actions de la première manche, je suis assez d'accord. Là où ça me dérange un peu, c'est que je trouve que même, tu vois, juste après le départ, dans la descente, déjà là, il y a un premier contact ou tentative de contact, en tout cas de Wolf pour mettre Lagenfelder en dehors de la piste. Et je trouve il a fait ces trucs-là dans des endroits quand même à grande vitesse. Et c'est là où moi, je suis pas très fan en tant que spectateur. C'est que je me dis que les risques sont élevés, tu vois. Au final, il y a pas eu de blessure ou quoi, mais les risques sont quand même élevés à grande vitesse. Mais après, dans l'ensemble, je trouve que les dépassements de la première manche, ils sont corrects, même s'ils sont agressifs. Et je m'attendais en fait à voir ce qu'on a vu en deuxième manche directement en première de la part de Wolf. Mais ouais, tu vois, en deuxième manche, le fait de ralentir pour faire perdre du temps et tout, c'est un peu désespéré. En fait, si tu en es là, c'est que c'est trop tard, en fait. J'ai envie de dire, va chercher la victoire de la manche et laisse après la chance de tomber dessus ou pas, tu vois. Mais c'est trop tard et c'est bien d'essayer de prendre le destin entre ses mains, hein, mais bon, on a vu au final avec Digan et avec The Wolf que ça marche pas. Et je voudrais y revenir quand même. Tant qu'il pleut, après la deuxième chute de Lagenfelder, et il pleuvait pas encore, il revient pas forcément 5, il avait l'air de galérer un peu, et le temps qu'il se remette dedans, le mal était peut-être déjà fait. Mais avec la pluie et la gadoue, sans compter sur le drapeau rouge, je pense que Lagenfelder était tout à fait capable de revenir 5, parce qu'on l'a déjà vu faire quand même de très bonnes manches dans la gadoue, Lagenfelder.
Je pense que c'est des conditions dans lesquelles il est plus à l'aise que certains, pas forcément plus à l'aise que De Wolf. De Wolf, je sais pas trop. Bah, c'était en Espagne, il y en avait une aussi où il avait dit qu'il avait fait Beast Mode et tout, parce qu'il était revenu d'eux. Donc, enfin, De Wolf, quand il est dedans, il sait être bon aussi dans la gadoue. Mais du coup, ouais, enfin, sans casser sa moto, De Wolf, ouais, il avait une chance, quoi. Mais bon, au final, ouais, les dieux de la moto, ils ont dit non, quoi. Ouais, donc tout est bien qui finit bien pour ceux qui étaient devant au championnat avant ça. Mais moi, franchement, enfin, quand j'ai vu le GP, encore une fois, pour moi, ça fait partie du truc et c'est des choses auxquelles tu peux t'y attendre. Et donc, pour moi, la Gunfelder, la façon dont il a géré sa course, c'était pas de la meilleure des façons. Après, c'est pareil, c'est la première fois, il y a sûrement y avoir beaucoup de stress, etc. À ce moment-là, et c'est pas évident, justement, quand tu joues et qu'il y en a un qui vient te mettre déjà toi tout seul, gérer le truc, c'est pas évident. Si en plus il y en a un qui vient te mettre des bâtons dans les roues, c'est encore moins évident. Mais je trouve qu'il aurait pu bloquer, enfin, les deux chutes pour moi, elles sont sur lui. Enfin, tu sais que ça va rouler un peu agressif et en plus, tu vois, justement, alors la première, elle était à grande vitesse, mais je vois même pas l'attention. Enfin, de D-Wolf, je te laisse pas la place, je viens me placer devant toi et je te laisse pas la place. Pour moi, ça, tu vois ces dépassements, pas tous les jours, mais presque. Et le deuxième, tu devais t'y attendre. Enfin, je veux dire, t'es coude à coude avec lui, va pas jouer musclé avec lui, tu vois, pas à ce moment-là. Là, tu peux pas jouer musclé avec lui. Le reste de la saison, bien sûr, tu vas jusqu'au premier, au virage suivant, t'es confiant, t'es costaud, t'es gainé, et potentiellement, tu refermes la porte sur lui, et c'est lui qui raccroche ton arrière et qui tombe, tu vois. Mais là, cette période-là, à ce moment-là, double trajectoire, tu vois qu'il revient, boum, bah toi, tu t'écartes, il va venir te serrer un peu là-haut, tu restes sur tes roues, et puis tu le suis. Et en première manche, pareil. S'ils coupent en première manche, au final, ils avaient de l'avance. Tu vois, là, il tombe, il est reparti 2, je crois, à la Gunfelder. Donc, Ouais, il tu me vois, semble aussi, tu, ouais. tu, tu coupes, tu vas pas passer le saut, il va prendre de l'avance. Et ben, laisse-le un peu partir. Toi, on te panote, on te dit un peu où t'en es, etc. T'as pas risqué la chute, à te faire mal, à casser quelque chose sur la moto ou quoi que ce soit. Tu le laisses, t'as gagné, je finis 2, on est en bonne santé, et allez, il y en a plus qu'une, tu vois. Ouais, mais je pense que Lagenfelder, il avait un petit peu peur que s'il laisse De Wolf doubler, De Wolf allait pas partir en fait, allait continuer de l'enquiquiner, de le ralentir et tout. Et c'est pour ça qu'il essaye quand même un maximum de se mettre devant lui et de rester devant. Et je pense que dans la deuxième manche, là, quand il tombe, Lagenfelder, il essaye, tu vois, bah, de laisser passer De Wolf, de recouper et tout. Mais De Wolf, il a vachement ralenti et il s'est dit, il va ralentir, mais il va pas ralentir. Enfin voilà, déjà, Lagenfelder a dit, ok, tu me doubles, je ralentis, je ralentis, je ralentis. Et je pense qu'il s'est dit, c'est bon, on a assez ralenti, je peux passer. Et en fait, De Wolf, il était là en mode, non, non, t'inquiète pas, je ralentis plus. Quoi que tu fasses, je ralentis plus et tu vas me toucher. Donc, ouais, je pense que c'est là où Lagenfelder, il s'attendait à ce qu'il y ait des actions de la part de Wolf, mais il s'attendait peut-être pas à ce point. Puis tu vois, dans le virage, en première manche où il se fait sortir, bah, il aurait dû être probablement plus prudent, se rendre compte que De Wolf, même s'il était derrière, il peut revenir dans l'intérieur et tout. Mais je pense qu'au fait, dans son champ de vision, il l'a pas vu avant la dernière seconde et que c'était trop tard et qu'en fait, ouais, il aurait dû jeter un coup d'œil, être plus prudent en fait, parce qu'il sait que c'est De Wolf et qu'il est prêt à tout derrière lui, quoi. Mais Bah, sinon, je pense que ouais, dans le moment, il l'a pas vu dans son intérieur et oh, il vient. Oh, mais je pense qu'au début du virage, non, dans l'angle dans lequel il vient à l'intérieur, l'autre il le voit pas. Mais à partir du moment où il commençait enfin, à se redresser, à être face, là tu le vois arriver. Et quand tu prends son arrière, après on n'est pas sous le casque, on n'est pas à ce moment-là. Peut-être que pareil aussi avec le stress, il a un peu plus d'œillet, tu vois, et une vision beaucoup hmm. moins panoramique, etc. C'est probablement ça aussi. Mais forcément, ouais, quand tu prends son arrière, c'est que t'aurais pu mettre ce coup de frein qui faisait que tu le raccrochais pas. Ça aurait été chaud, hein, tu le raccrochais pas. Et bon, t'aurais galéré à remonter, à passer, mais à la fois c'est très bien. Vas-y, toi, saute, va-t'en. Et voilà. Et après, si tu m'as. Enfin, tu vois, là, le but, il finissait juste derrière à chaque fois, ou même s'il y avait un pilote qui s'intercalait. Voilà, à la limite, il aurait fallu. Limite, tu veux intercaler un pilote, ben, tu te mets à suivre ce pilote-là, tu vois. Et alors là, le D-Wolf, il va falloir qu'il réussisse à chasser Lagenfelder sans chasser le mec qui a devant ou derrière. Enfin, ça devient quand même plus compliqué après quand il y en a un autre. Donc, et même s'il y avait un pilote qui s'intercalait, tu vois. Et donc, D-Wolf, qu'est-ce qu'il aurait fait? Il aurait essayé le pilote s'intercaler pour juste s'occuper de Lagenfelder. Mais donc, dans ce cas-là, il aurait pu finir 16 et 17 tous les deux. C'était à l'avantage de Lagenfelder quoi qu'il arrive, tu vois. Donc, je pense que moi, Lagenfelder, il aurait pu jouer un peu mieux Hmm. sa dernière épreuve. Et que pour moi, D-Wolf, ça, ouais, ça dépassait pas les limites, selon moi. J'ai trouvé très agressif, partir très fort. Et au début,
quoi, justement, quand même, j'ai retenu mon souffle quand je l'ai vu partir à chaque fois au début des manches. Tu t'es dit: «Ah ouais, là, le prochain virage, il va aller tout droit, il va l'encastrer, c'est pas possible» et au final, je trouve que dans ses manœuvres, ça a été agressif, mais pas extrêmement plus que ce qu'on a pu voir durant la saison ou ce qu'on pourrait voir durant la saison régulière, quoi. Ouais. Ok, bon, bah, sinon, bah, félicitations à Lionfelder, qui a 21 ans, donc il va pouvoir défendre son titre l'année prochaine. Et de toute façon, je crois que si tu gagnes un deuxième titre, tu es obligé de monter en 450. Mais s'il ne gagne pas, je crois qu'il aura droit à une année de plus, vu qu'il aura 22 au cours de l'année 2026. Félicitations à lui pour son premier titre MX2. Romain Fèvre, magnifique. Du coup, on va quand même célébrer ça avec les nations, je l'espère, depuis notre canapé. Et autre chose sur les événements de ce week-end, Clément? Bah, non, à part ça, enfin moi du coup j'étais content parce que moi j'aime le pilotage quand même, agressif donc moi ça me plaît quand il y a de l'enjeu, quand ça se joue au dernier moment et qu'en plus ça se fricote un peu comme ça, moi ça me plaît, j'aime bien ça. Donc ouais, non, c'est cool, moi ça m'a bien plu et c'était bien stressant et félicitations à ceux qui ont gagné en plus qui le méritaient pour le coup, hein, autant Shimoda que Langenfelder et Romain Fèvre, bon pour qui c'était un peu plus tranquille lui pour le coup. Non, c'est cool. Ouais. Ouais, c'est sûr que on en a beaucoup parlé et je pense que ceux qui nous suivent vont encore en entendre parler partout sur les réseaux pendant un petit moment. Mais c'était divertissant en tout cas. C'est clair. Bon, et bah écoutez, merci à tous de nous avoir suivis sur cet épisode plutôt long, mais bon, vous avez suivi le week-end comme nous, hein, il y avait des choses à dire. On se retrouve la semaine prochaine pour un petit épisode preview des nations. On regardera un petit peu plus en détail quelles équipes sont composées de quels pilotes. Et on va faire un petit jeu de pronostics. Peut-être qu'on va parier un grec, on va voir. On va en discuter en direct la semaine prochaine. Et donc, ouais, merci de nous avoir suivis. Et puis à très bientôt.